Bonjour à tous, merci Françoise et Lisa. Bienvenue pour ce second webinaire consacré à la communication touristique. C'est vrai qu'on avait déjà eu une première partie qui avait été consacrée aux tendances du secteur des activités de tourisme et des loisirs. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de... Ah, il y a peut-être un micro qui est resté Ah, ouvert. il y a un Peut-être qu'il micro. faut fermer les micros. Oui, je suis en train de regarder. Ouais. C'est Donc, bon. je suis Alexandrine Daven, conseillère tourisme et agritourisme, no tourisme, un petit peu tout à la Chambre d'agriculture de la Marne au niveau de la cellule conseil tourisme. Et on va aujourd'hui travailler ensemble avec un double objectif. C'est d'abord de vous fournir des connaissances et des outils pour développer ou améliorer vos stratégies de communication. Et puis, vous inspirez aussi à travers un témoignage, celui de Léa, qui est propriétaire avec son conjoint Damien, de la ferme Les Préverts, située à Guérande, et qui interviendra à la fin de la présentation. Alors, comme je disais, l'objectif, c'est que ce webinaire soit concret, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions. L'idée, c'est de vous donner vraiment des outils que vous pourrez reconsulter au calme par la suite et vous réapproprier pour essayer de travailler votre communication avec donc plusieurs parties. D'abord, étudier votre offre, on verra en quoi c'est important, votre marché pour mieux vous démarquer. Ensuite, les étapes de la construction d'une stratégie de communication simple mais efficace. Et puis, découvrir aussi des outils pratiques pour gagner du temps au quotidien. On sait que le temps, vous en manquez souvent. Et donc, l'organisation, c'est important pour pouvoir, au fur et à mesure de la saison, travailler votre deadline de communication. Alors, une stratégie de communication, c'est quoi finalement? C'est déjà, vous devez retenir que c'est de définir un plan structuré. Et déjà là, vous allez être dans la démarche de structurer votre temps également. L'idée, c'est de vous permettre de transmettre le bon message au bon moment et aux bonnes personnes pour atteindre vos objectifs. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui 8 points clés, 8 étapes fondamentales que vous allez pouvoir vous réapproprier chez vous. Identifier les objectifs. On va voir en quoi cette étape initiale est essentielle pour augmenter vos visites, développer vos expériences. Analyser votre marché et votre positionnement. Ça, c'est un point de départ aussi qui est crucial pour comprendre le paysage concurrentiel dans lequel vous vous trouvez. Identifier vos cibles, déterminer précisément qui sont vos visiteurs potentiels. L'idée, c'est pas communiquer auprès de tout le monde et n'importe comment, mais c'est véritablement de connaître vos cibles de clientèle. Choisir votre style de communication. On abordera comment on va adopter un ton, une identité visuelle, adaptée à votre exploitation et adaptée à votre clientèle cible. Formuler le message, comment est-ce qu'on crée un discours clair, impactant, qui va rendre votre expérience, votre offre agritouristique attrayante. Choisir les outils de communication. Vous verrez, j'ai une slide qui est assez complète et qui va permettre de résumer véritablement ce qu'est une stratégie web marketing performante. Et avec cette slide, vous allez pouvoir la reprendre, la retravailler chez vous, en famille ou avec vos salariés. Et puis évidemment, d'établir le budget, planifier vos ressources essentielles et financières, ça fait partie de la mise en œuvre de votre stratégie. Une fois la stratégie définie, eh bien, vous allez pouvoir passer à la phase opérationnelle et mettre en œuvre ce plan de communication. Alors, je voudrais commencer par ce qui me semble toujours être le point crucial et principal de toute réflexion, de développer une offre, un projet, une stratégie de communication, c'est déjà de définir ses objectifs. Parce que sans objectif, on va pas aller très loin finalement. C'est un peu comme avoir une boussole qui va vous guider tout au long de votre réflexion. Pourquoi définir des objectifs? Déjà pour clarifier un petit peu ce que vous souhaitez faire et bien ne pas gaspiller votre budget et votre énergie. On va essayer d'éviter de perdre du temps avec des actions qui ne seront pas tellement efficaces. Et donc, définir des objectifs clairs, c'est vraiment prioriser les actions qui vont contribuer réellement à créer une vision d'ensemble. Par exemple, choisir quels aspects de votre ferme mettre en avant. Est-ce que ça va être le patrimoine, l'hébergement, les expériences participatives
en fonction de vos ambitions de développement. Est-ce que je veux accroître le nombre de visiteurs? Est-ce que je veux plus de visiteurs qualifiés? Et quand on définit bien ces objectifs, eh bien ensuite, on va pouvoir établir des indicateurs de performance et de résultats. Alors déjà, un premier outil que je vous propose, c'est la matrice des objectifs SMART. Définir des objectifs clairs, bah, c'est un petit peu comme choisir les bonnes semences, hein, pour votre exploitation. C'est quoi des objectifs SMART? Eh bien, c'est avoir des critères spécifiques et mesurables pour savoir exactement ce que vous visez, donc spécifique, augmenter les réservations d'ateliers pédagogiques, par exemple, en améliorant ma visibilité. Mesurable, ça veut dire quantifier vos ambitions, nombre de visiteurs, taux de conversion. Atteignable, bah, c'est rester cohérent par rapport à vos ressources et votre conseil et votre contexte. Et puis réaliste, bien sûr, aligné avec votre identité, vos valeurs agricoles. Ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, comment travailler justement cette identité. Et puis temporel, on va fixer des objectifs clairs dans le temps pour maintenir une dynamique. Donc, considérez que ces objectifs SMART, c'est un peu comme une guideline qui va guider vos décisions en matière de communication et concernant le choix des canaux jusqu'au bon message. Alors maintenant, vous êtes peut-être tous presque là, peut-être pas encore, mais je vois que vous nous rejoignez au fur et à mesure. Voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la communication est essentielle pour vous? Vous faire connaître, attirer davantage de visiteurs, créer du lien avec vos clients, vous différencier, fidéliser votre clientèle ou encore booster vos ventes. Aujourd'hui, vous êtes là dans ce webinaire communication. Dites-moi un petit peu via le chat quels sont vos objectifs. Alors, vous pouvez répondre par A, B, C. Allez, hop, dites-moi tout. Bonjour. N'hésitez pas à utiliser le chat, voilà. Voilà, utilisez le chat. Donc, plutôt A, c'est vraiment vous faire connaître et attirer davantage de visiteurs. On a aussi un peu de C et de E, plutôt B. Créer du lien avec vos clients. OK, c'est bien, on a un peu tous les objectifs. Bah, ça tombe bien puisque on va voir un peu tous ces aspects-là pendant ce webinaire qui, je vous le rappelle, vraiment est fait pour être concret, être revisualisé avec des outils à la clé. Donc, j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à utiliser ce chat, cette messagerie, pour poser des questions au fur et à mesure. C'est ça. Et comme moi, le chat disparaît régulièrement, Françoise, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions que je ne vois pas. Tout à fait. Alors, étape 2, hyper importante, étudier le marché, décrypter les tendances. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon, je fais un petit rappel vraiment rapidement. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on a vu que il y a des tendances très fortes aujourd'hui, que le marché du tourisme, c'est un secteur d'activité qui évolue en permanence, que les attentes des clients évoluent également en permanence en fonction du contexte social, économique, politique, etc. Quelques tendances qu'on a pu retenir de cette intervention, ben, aujourd'hui, il y a un besoin de personnalisation accrue des séjours. Les voyageurs recherchent des expériences vraiment adaptées à leur goût personnel. On a vu également qu'on est dans une tendance forte concernant une sensibilité renforcée aux questions écologiques et éthiques. Il y a aussi une demande pour des séjours plus authentiques, des rencontres, des séjours un peu originaux, hors des sentiers battus, des expériences participatives, sensorielles, immersives. Il y a un vrai besoin de réactivité, de flexibilité. On vit dans un monde de l'immédiateté, donc il faut savoir être réactif derrière. Et votre stratégie de communication, elle doit être aussi réfléchie, pensée pour être plus flexible, simple et réactive. Il y a évidemment une recherche de bien-être, un questionnement autour de la transformation de soi. Et puis, sécurité et transparence, ça, c'est également un besoin de réassurance fondamentale de la part du client. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie vers le premier webinaire. Alors, ben, du coup, on a vu qu'il y avait des attentes et on voit bien que ces attentes, en plus, sont extrêmement calées par rapport à vos activités agritouristiques. Donc, finalement, quelque part, vous avez tous des pépites
en termes de stratégie de communication, mais parfois, vous ne savez pas forcément vous les approprier et communiquer sur ces pépites-là. Mais je dirais que tout ce qui correspond aujourd'hui aux activités de loisirs agritouristiques correspondent véritablement aux attentes de la clientèle actuelle. Et donc, du coup, il va falloir un petit peu aller repérer ces clientèles particulièrement pour bien communiquer auprès d'elles. Donc, bien cibler sa clientèle en agritourisme, pourquoi est-ce essentiel? Parce qu'il y a une erreur fréquente qui est que vouloir attirer tout le monde, c'est finalement, quelque part, n'attirer personne. C'est un peu le risque. Donc, se disperser, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut améliorer son offre grâce à la connaissance de la clientèle. Ça va permettre donc d'enrichir l'expérience client et donc de générer par ailleurs de la satisfaction client. Et on verra combien finalement la recommandation est importante. Et cette même satisfaction client, d'ailleurs, cette recommandation positive, bien sûr, si possible, on va s'en servir également comme outil de communication. Donc, c'est ce qu'on appelle classiquement les avis clients. Donc, améliorer sa communication par des messages clés, c'est important, mais il va falloir pour ça définir les cibles de clientèle que l'on souhaite atteindre. Qui sont vos clients? Pourquoi viennent-ils? Parce qu'une bonne communication, ce n'est pas parler forcément de ce qu'on fait, c'est parler à ceux à qui on s'adresse avec leurs mots, en tenant compte de ce qu'ils cherchent ou de ce qu'ils attendent. Et quand on ne prend pas en compte sa cible, on a tendance à faire une communication, ce qu'on appelle descendante, c'est-à-dire centrée sur le produit. Voilà ce qu'on vend, voici nos horaires, notre ferme fait ci, fait ça, etc. Sans vraiment penser à ce que les gens veulent lire, comprendre ou bien ressentir. Donc le risque, comme je vous le disais, c'est de pas forcément capter l'attention et de pas créer ce lien que l'on cherche à créer avec le client. Par exemple, une communication centrée produit, on dirait ferme ouverte le samedi de 10h à 18h, vente de fromage fermier. Peut-être que certains vont se reconnaître dans cet exemple. Et une communication pensée pour une cible, par exemple, j'ai choisi la cible des familles urbaines en week-end, on pourrait dire envie d'un bol d'air avec les enfants, venez découvrir nos animaux et repartez avec nos fromages frais du jour, ouverts samedi. Voilà, même produit, même réalité, mais pas forcément la même façon de le dire. Donc l'enjeu, c'est de passer d'un message qu'on diffuse à un message qui attire. Et pour ça, il faut savoir à qui on parle, des touristes, des familles, des locaux, des randonneurs, des retraités, etc. Et comprendre ce qu'ils cherchent, se détendre, découvrir, manger local et adapter le message en conséquence. C'est ce qu'on va voir euh, tout de suite dans la communication par le contenu. Alors, sur ces communications, sur cette communication stratégique, retenez qu'on a trois cibles aussi généralistes. La cible primaire, ce sont vos cibles principales. Donc, on verra un petit peu ce que sont les personae qu'on va pouvoir créer par rapport à ces cibles primaires. La cible secondaire, c'est plutôt les réseaux, le bouche à oreille, les leaders d'opinion. Ça peut être aussi la cible tertiaire, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, hyper important de communiquer avec l'office de tourisme, l'agence de développement touristique, l'agence régionale du tourisme. Vous avez des contenus aussi à leur communiquer. C'est aussi les labels, bien sûr, votre cible tertiaire et les canaux de distribution d'une manière générale. Donc, se poser les bonnes questions, c'est comment finalement faire pour cibler ces clientèles. Tout d'abord, se demander qui est-ce qui va utiliser votre produit ou votre service. Est-ce que c'est des familles urbaines qui cherchent une expérience authentique à la ferme? Est-ce que ce sont des écoles pour des sorties éducatives, éventuellement des touristes internationaux? Cette identification précise va ensuite permettre de cibler votre communication. Ensuite, quel est le profil de ces utilisateurs? Au-delà de leur catégorie, quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils recherchent le confort ou l'authenticité? Est-ce qu'ils sont sensibles aux questions environnementales? On l'a vu, ça fait partie des fortes attentes des clients aujourd'hui. Donc, comprendre leur motivation profonde va vous aider à créer une offre réellement, à renforcer la valeur de votre offre et communiquer de manière pertinente. Et puis, évidemment, combien sont-ils prêts à payer pour le produit ou le service?
C'est sûr qu'un agritourisme un peu luxueux, avec un hébergement haut de gamme, n'a pas la même structure de prix qu'une simple visite de ferme pédagogique. Donc là aussi, la stratégie tarifaire fait partie des éléments de communication qui seront intégrés. Euh, comment est-ce qu'on cible, comment on segmente ces clientèles? Eh bien, on peut essayer de réaliser une étude du marché pour identifier les typologies de clientèle en récoltant un maximum de données sur la clientèle potentielle que vous pouvez attirer. Donc, on va essayer de faire une segmentation, alors par des statistiques localement, et là encore, l'importance de vos organismes de tourisme, office de tourisme, ADT, etc., qui réalisent des études qui vont vous aider aussi concernant les profils de clientèle du territoire. Et donc, l'intérêt de cette segmentation, c'est pas simplement de diviser les consommateurs en groupes, mais bien de comprendre leurs attentes et leurs comportements pour améliorer votre communication. Donc la segmentation démographique, âge, niveau d'études, revenus, statut familial, comportemental, fréquence d'achat, habitudes de consommation, niveau de vie, utilisation, psychologie, etc. À partir de là, on va pouvoir créer des personas. Ça, c'est un outil très intéressant, donc nouvel outil que je vous propose aujourd'hui pour pouvoir ensuite travailler sa stratégie de communication. Donc, une fois que vous avez les informations de profilage, ben, vous allez pouvoir créer un personnage fictif qui va représenter finalement un segment spécifique de votre clientèle. Donc, ce n'est pas simplement une description démographique, mais une vraie représentation quasi vivante de vos clients potentiels. Donc, ça va être des portraits très détaillés avec un prénom, un nom, une image, mais aussi un emploi, un style de vie et des motivations personnelles. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Là encore, je ne vais pas tous les travailler, on va les survoler, mais vous allez pouvoir les reprendre par la suite. Donc, voilà un persona. Donc, j'ai travaillé plusieurs profils à partir des cibles de clientèle que j'estime être pertinentes pour l'agritourisme. Alors, vous me direz hein, si vous reconnaissez quelques-uns de vos clients. Donc, je prends ici là le traditionnel que j'ai appelé Gabin Landier. Donc, le traditionnel, lui, sa description, c'est il a ses repères. Il est peu enclin aux achats impulsifs. Il recherche des offres promotionnelles claires et des processus d'achat simples, donc une facilité de réservation. Il est attiré par des valeurs sûres, des pratiques éprouvées, y compris pendant ses vacances. Il aime la campagne et les sorties locales. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ce profil? Donc, vous voyez, il a un âge, 42 ans, c'est un homme, il est professeur de lycée, il a des revenus d'environ 32 000 euros. Son objectif, c'est de profiter d'un séjour authentique en famille pour se ressourcer, découvrir et acheter de nouveaux produits, faire de bonnes expériences culinaires. Il a quelques frustrations, des tarifs parfois élevés des produits locaux, augmentation de la fréquentation des lieux préférés et des besoins. Il veut être en immersion rurale, il veut de l'authenticité des expériences, des offres claires et transparentes. Donc vous, comment vous allez mieux cibler vos messages? Eh bien, grâce à Gabin, on sait qu'il recherche un séjour simple, donc vous allez travailler sur des mots-clés qui lui parlent. Immersion rurale, produits locaux, authenticité, calme, environnement propice au ressourcement. Et puis, vous allez choisir les bons canaux. On a défini que, ben voilà, il utilise peut-être TripAdvisor, Gîte de France, le guide du routard. Et donc, du coup, ça va vous inspirer dans votre communication Facebook. On sait que s'il utilise beaucoup les avis clients, ben, voilà, la recommandation sera importante. Donc, travailler l'expérience d'accueil. Et puis ensuite, on va adapter le ton et le visuel pour ce profil de clientèle. Donc, Gabin, il est peut-être pas sensible aux discours modernes ou trop commerciaux. On va préférer des visuels plus sobres, peut-être des textes très rassurants, des offres claires, un peu loin du marketing bling-bling ou tape à l'œil. On va essayer d'anticiper ses freins. Il est prudent et attentif au budget, donc mettre en avant la transparence tarifaire, expliquer clairement ce que comprend le prix. Et éviter des offres trop complexes, trop de prix, trop de saisonnalité ou éventuellement des frais cachés. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser les bons atouts de votre offre et de bien utiliser des messages clés sur ce type de profil. Les autres types de profils, vous pourrez... Il y a une question. Oui, pardon. Euh, je la lis. Toutes les informations figurant dans ce persona viennent d'où? Les offices de tourisme n'ont pas forcément ce type d'infos. Les enquêtes en département ne sont pas forcément aussi poussées, si.
Alors, c'est au regard de mon expérience et de ma veille stratégique que j'ai établi ces personas, que j'estime être plus ou moins pertinent par rapport à une clientèle agritouristique, mais bien évidemment, en fonction aussi des territoires, de votre situation géographique, vous pouvez retravailler ces personas et les adapter pour vous. Hein. Ce ne sont pas des éléments, je dirais, scellés dans le marbre. Ce sont des propositions. Donc, à partir de là, ben, si vous vous dites, bah oui, tiens, Aloïs Van Bell, lui que j'ai défini comme le trendy, qui est à la recherche des dernières nouveautés, à l'affût des tendances technologiques de pointe, il privilégie les achats qui peuvent améliorer son image, il est souvent tenté par des expériences touristiques innovantes ou des hébergements insolites. C'est un profil type que l'on peut trouver sur du tourisme rural, mais pas que. Voilà. Donc, je vous en ai proposé quelques-uns, mais on peut en créer plein. Hein. L'idée, quand on travaille sur les personas en formation, c'est vraiment ben, de faire quelque chose de très interactif, d'une coproduction pour que vous puissiez sortir vos propres personas. En œnotourisme, on aura des personas qui seront différents. Si si vous avez une activité de canyoning, eh bien forcément, vous allez avoir des personas très particuliers qui aiment le sport, la nature, etc. Oui, merci. Je me permets de compléter. Effectivement, Marie, tu as répondu aussi à la question posée par Lise. Nous, en Pays de la Loire, on n'a pas forcément ces personas parce que voilà, c'est à chacun aussi de se les approprier. Absolument. Enfin, voilà, on s'en est, enfin, on les a travaillés nous après dans notre stratégie de com. Ça, c'est plutôt mes collègues à la direction communication. En revanche, on dispose effectivement de données sur les clientèles. Et là, je pourrais mettre le lien vers toutes les études qui sont réalisées en Pays de la Loire. Oui, parfait. Donc, encore une fois, ce sont des exemples qui vous permettent de comprendre ce qu'est un persona avec des caractéristiques qui peuvent être adaptées à l'agritourisme. Mais voilà, ce n'est pas un document parfait. C'est un document qu'il faut reprendre en fonction de ses propres cibles de clientèle. Un persona, ce n'est pas quelqu'un qui va être adapté à tous. Encore une fois, aujourd'hui, vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que votre communication, elle doit être personnalisée et votre cible de clientèle, bien évidemment, ce n'est pas la cible de clientèle de tout le monde. Et donc, c'est pourquoi il faut travailler ces différents aspects. Donc, vous retrouverez en lisant le support l'ensemble de ces personas. Donc, j'avais mis le trendy, le traditionnel, l'éco-responsable, et puis le rééquilibré, celui qui a été un peu transformé après la pandémie, qui cherche des activités qui lui permettent de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Donc, on voit bien que lui, il vit à son valeur, qu'il a besoin de se ressourcer loin du stress quotidien, de trouver une destination verdoyante loin de la pollution urbaine. J'imagine que sur vos exploitations, quand vous recevez des clients, vous pouvez trouver un type de clientèle qui, effectivement, une clientèle urbaine, stressée, qui a envie de déconnecter, se rapprocher du secteur agricole et d'avoir un lien, un partage avec vos exploitations, qui vous êtes et ce que vous faites. Et le prudent. Voilà, donc je ne vais pas détailler davantage ces personas, c'est vraiment un outil à vous réapproprier en fonction de vos cibles. Autre étape cruciale, l'audit expérientiel, diagnostiquer pour mieux réinventer son offre. Donc avant d'arriver sur la partie vraiment stratégie de communication, ce sont les étapes cruciales que vous devez travailler parce qu'on ne travaille pas sa communication tant qu'on n'a pas audité son offre. Donc, sonner le souvenir, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui vos atouts, qu'est-ce qui vous démarque. Ben, il faut essayer d'identifier les moments forts qui marquent vos visiteurs. Est-ce que c'est la rencontre avec les animaux? Est-ce que c'est la dégustation de produits fermiers, la participation aux activités agricoles? Il faut essayer de comprendre les émotions et les valeurs qui sont associées à ces expériences parce que ça va être vraiment des outils qui vont vous aider dans votre stratégie de communication. Donc les valeurs d'authenticité, de connexion à la nature, de transmission de savoir-faire, pouvoir ensuite communiquer vers ces types de clientèle. Donc l'idée, c'est de bien identifier ces expériences, la valeur ajoutée de ces expériences qui vous différencient et de pouvoir transformer ces éléments en arguments de communication percutants et d'enrichir évidemment vos contenus. Donc,
à reprendre également chez vous un outil, une petite matrice sur les 5 dimensions de l'expérience client sur votre exploitation. Là, vous avez une représentation des 5 dimensions expérientielles qui permet de créer une expérience client marquante sur votre exploitation. L'idée, c'est de comment est-ce qu'on crée des moments mémorables à la ferme, c'est-à-dire de faire en sorte que les visiteurs repartent avec un souvenir fort et évidemment l'envie de recommander votre exploitation et de revenir. Donc on a l'immersion, ça permet aux visiteurs de découvrir l'envers du décor, ce qu'ils finalement ne voient pas d'habitude. C'est quoi votre pépite, ce que vous avez à mettre en avant. L'authenticité, c'est la rencontre vraie avec l'agriculteur, le partage de votre quotidien, de vos valeurs, qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours. Ce qui touche les visiteurs, c'est finalement votre sincérité, votre manière de parler de votre métier et de votre territoire. Et ça, on doit le ressentir dans votre communication. Ensuite, on a la participation active, c'est-à-dire que les visiteurs aujourd'hui ne veulent plus être passifs. Ils apprécient la coproduction, de mettre la main à la pâte, de nourrir les animaux, de ramasser les œufs, de faire un atelier pain, fromage, etc. Ça va rendre leur expérience plus engageante et enrichissante et en même temps de se transformer également soi-même. On a tout ce qui est autour de la sensorialité, de stimuler les sens, voir les paysages, sentir l'odeur de la ferme, goûter les produits, bien sûr, mais toucher aussi. Et là, ça va compléter l'expérience globale. Ça, c'est encore une fois différentes thématiques. Chaque thématique peut insuffler un contenu, une communication spécifique par les visuels, par le message clé. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et puis l'exclusivité, proposer des moments qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, c'est une petite introspection qu'il faut faire, de savoir qu'est-ce qui fait que vous proposez des moments uniques. Donc, ça va passer par le diagnostic de l'offre, évaluer votre expérience d'accueil, analyser l'ensemble des points de contact et intégrer la notion de valeur émotionnelle. Ce petit effet wow. Donc, s'il ne s'agit pas simplement de ce que vous vendez, mais de l'expérience que vous faites vivre aux visiteurs. Je vous propose encore un outil d'analyse de l'offre. C'est un outil qui n'est pas exhaustif. Je vous montre quelques slides du tableau. Mais c'est un outil qui va vous permettre véritablement d'aller diagnostiquer, auditer votre offre et ensuite de reprendre ces éléments-là pour déjà, améliorer votre expérience. Si votre expérience est améliorée, vous aurez évidemment plus de recommandations et on sait ô combien les recommandations sont importantes. Et donc ça, c'est aussi un diagnostic de l'offre qui permet de travailler sa communication. Parce que pourquoi mettre une cerise sur le gâteau si finalement le gâteau est pas bon ou pas tout à fait comme on le souhaite. Donc, on a un petit tableau qui permet de voir quels sont, par exemple, ici, les aménagements du site. Est-ce que l'accès au site est bien indiqué, visible? Est-ce que y a une signalisation claire? Est-ce qu'il y a un parking qui est sécurisé, adapté, etc. Un petit peu comme un cahier des charges d'un label, finalement. Peut-être que vous allez retrouver ce cahier des charges si vous êtes adhérent à Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan. Eh bien, vous pourrez reprendre ce cahier des charges avec ce qui est essentiel, ce qui est recommandé. Est-ce que la pratique est déjà implantée? Est-ce qu'elle est implantée, à implanter, ou finalement, est-ce que c'est pas applicable chez vous parce que finalement, il n'y a pas besoin d'abri en cas d'intempérie, tout se fait à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis, il y a cette fameuse case qui est la case expérience. C'est le fameux effet wow. C'est ce qui va vous différencier et ça va être vraiment les clés les plus importantes de votre offre et c'est ce qui va aussi vous permettre de les faire ressortir pour travailler votre communication par la suite. Voilà, un autre extrait de ce tableau. Encore une fois, il n'y a pas tout le tableau ici, mais un autre extrait basé plus sur l'expérience client. Quelle est votre attitude à l'arrivée des clients? Donc ça peut permettre aussi, si on a des salariés, de travailler cette partie-là. Comment se passe le parcours de découverte? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que vous informez sur les atouts touristiques du secteur? Hyper important de ne pas rester auto-centré sur soi-même, mais aussi de communiquer sur son territoire, de donner envie de visiter son territoire, c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à votre offre. Personnalisation de l'offre, développement d'offres événementielles, création de liens de fidélisation, etc. Est-ce que vous vous contentez du basique?
Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé, que vous faites déjà, mais pas suffisamment? Ou est-ce que vraiment vous avez investi cette ligne directrice et là, on a un effet wow? Des questions là-dessus? Voilà, encore un extrait du tableau que je vous laisserai euh, consulter tranquillement à la maison. Autre outil hyper important pour pouvoir engager une stratégie de communication performante, ben, c'est un outil, encore une fois, qui va vous permettre de diagnostiquer votre offre. Vous connaissez sans doute l'analyse SWOT. C'est l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Alors, c'est une méthode structurée pour évaluer votre activité touristique. Ça permet d'avoir une vision globale, d'avoir une analyse interne de ce que vous maîtrisez et externe, c'est-à-dire votre environnement. C'est un outil très visuel qui facilite la prise de décision. Et puis, c'est aussi une base solide pour construire votre stratégie marketing. Donc la question, c'est ben, finalement, est-ce qu'il faut que j'améliore un point faible? Comment transformer une force en argument de communication? Ou encore comment se différencier d'autres offres sur le territoire? Donc, voilà un petit peu une transcription assez simpliste de cette analyse. Mais voilà, d'avoir ce qui nous porte, les forces, vraiment vos atouts, les opportunités du territoire, ce qui vos objectifs également, qui est représenté par l'île de rêve, les menaces, ce qui nous freine, et les faiblesses également, ce qui nous freine. Donc voici un petit tableau résumé de cette analyse SWOT avec en interne un processus sur lequel vous pouvez agir dessus, vos atouts, vos compétences, vos ressources, vos faiblesses, c'est-à-dire ce qui vous limite, vos lacunes. Par exemple, on pourrait dire quels aspects de votre offre pourraient être améliorés, quelles compétences vous manquent actuellement, quels sont vos goulets d'étranglement opérationnels, quelles ressources limitées freinent votre développement, est-ce que vous avez reçu des retours négatifs de vos visiteurs, quels aspects de votre communication sont insuffisants, ou bien encore quelles activités prennent le plus de temps sans générer de valeur. Voilà un peu des exemples de faiblesses que vous pourriez identifier. Les opportunités, c'est les tendances favorables, les besoins émergents, on l'a vu, les tendances de la clientèle, quels sont les nouveaux segments de clientèle, les événements locaux, éventuellement les aides et les subventions, ça peut être une opportunité, les besoins non satisfaits que vous observez chez vos visiteurs. Et puis les menaces avec tous les obstacles, les risques, éventuellement la concurrence, quelle concurrence directe ou indirecte pourrait vous affecter, quelle réglementation pourrait éventuellement limiter ou impacter votre activité, quel changement au niveau des tendances économiques pourrait réduire votre clientèle, etc. Donc ça, Alors, c'est vraiment un tiens. Oui, non, non, je te laisse terminer, peut-être. Il y avait une question. oui, je ne vois pas les questions. Alors, la question, Oui, ça, j'espère. c'est Donatien qui nous demande, oui, comment, voilà, il est très content d'avoir toutes ces infos, mais il a une question, c'est comment Oui. établir une offre viable quand l'on sait que le no-tourisme est presque inexistant dans le pays nantais. Il essaye de comparer, par exemple, le muscadet avec des appellations similaires en Loire et hors Loire. Mais il dit qu'il est vrai qu'il est assez compliqué de réellement comparer. Le public n'est pas toujours le même, le terroir, les moyens non plus. Donc difficile en fait de faire cette analyse concurrentielle. Ben, il faut quand même la faire. Il faut, par ces outils, vous verrez, je vais vous en donner un autre sur une analyse Mm. concurrentielle. L'analyse concurrentielle, elle peut se faire sur un territoire donné pour voir qui sont vos concurrents directs, mais elles peuvent se faire à l'échelle nationale et internationale. Je sais pas, je prends un exemple, je veux faire un gîte, je vais regarder un peu quels sont les gîtes autour de moi, capacité d'accueil, politique tarifaire, points forts, points faibles, l'analyse SWOT aussi. Mais je peux aussi regarder ce que font les hôtels. Pourtant, un hôtel, c'est quand même pas la même chose. Ils vont être inspirants de par leur stratégie, de par certaines forces, de par les outils de communication. Donc, cette analyse concurrentielle, c'est une analyse qui va vous permettre de vous donner des leviers de développement de votre activité. Bien sûr, si vous avez un gîte et que vous vous inspirez des hôtels, vous ne serez jamais le groupe Accor, mais il y a des bonnes idées toujours à prendre dans une analyse élargie. De la même façon que si vous faites de l'œnotourisme, on peut très bien s'intéresser à ce que font
les structures no-touristiques dans les autres pays, de voir un peu ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, et ça va vous donner des idées et des leviers de travail. Toutes les idées que vous allez récolter vont vous aider à construire votre stratégie, que ça soit sur l'offre, que ça soit sur la communication. Encore une fois, finalement, la base de votre question, c'est de savoir, enfin, la base de votre réflexion, c'est de savoir quels sont vos objectifs. Pourquoi j'analyse la concurrence? Qu'est-ce que je veux ressortir de cette analyse? On va y revenir sur la partie concurrence, justement. Et Et je me déjà, permets juste de compléter qu'il y a quand même une dynamique no tourisme dans le Muscadet avec une route des vins et puis des caves labellisées caves touristiques par l'interprofession. Et également l'existence du label Vignoble et Découverte pour à la fois les caves mais aussi d'autres prestataires touristiques. merci Lisa. Voilà, donc j'avais mis un exemple concret de SWOT d'une ferme pédagogique. C'est pareil, vous pourrez revenir dessus pour savoir un petit peu comment utiliser l'outil avec les forces, par exemple bâtiment historique rénové, savoir-faire en animation, les opportunités, développement d'un tourisme local post-Covid, projet de pistes cyclables à proximité, possibilité de labellisation accueil paysan, faiblesse, peut-être une capacité d'accueil limitée, une offre très saisonnière, absente de boutique en ligne, et les menaces, réglementation sanitaire, augmentation des coûts d'alimentation animale, variabilité climatique, etc. Bref, ce diagnostic, vous pouvez le faire vous-même, en famille, avec vos salariés, mais aussi, pourquoi pas, avec les organismes locaux de tourisme qui vont aussi vous aider sur ces outils-là, notamment sur les opportunités ou éventuellement les menaces territoriales. Alors, Donc, ce qu'il faut je vois que Marie, l'accueil paysan, nous a adressé aussi un petit schéma qui est un petit outil sympa dans la lignée du squat, mais qui est sous forme de super. bicyclette. Merci beaucoup. Merci Marie. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que c'est pas juste un tableau à remplir finalement, mais c'est un vrai outil stratégique qui permet d'identifier des connexions utiles entre les éléments de votre diagnostic pour orienter des actions concrètes. Donc, en croisant les éléments de votre SWOT, vous allez dégager des axes d'action prioritaires et poser les fondations solides de votre stratégie marketing et de votre communication. Donc, c'est un travail qui va vous permettre de mettre en valeur les bons arguments. Ça va vous permettre de mieux cibler votre message et de renforcer la cohérence entre votre offre et ce que vous voulez faire en termes de communication. Pour terminer là-dessus, quelques outils encore pratiques. Bon, déjà, il faut avoir une petite fiche d'informations auprès de ses visiteurs parce que vraiment, vos visiteurs, c'est une source, c'est une mine d'informations. Vous les interrogez généralement peu. N'hésitez pas à créer des petits questionnaires, des études de marché auprès de vos visiteurs pour recueillir de la donnée. Un calendrier d'actualisation, quand on fait ce type d'outil, quand on utilise ce type d'outil, c'est bien aussi de revenir dessus l'année suivante pour savoir si on a réussi à améliorer, à éliminer nos points faibles. Et puis, soyez honnête avec vous-même dans votre auto-évaluation. Restez concret, évitez les généralités. Soyez ciblés précisément ce qui vous pose problème. Hiérarchisez les éléments identifiés. Ça peut vous faire peur aussi en disant, oh là, il y a ça qui va pas. Bon, voilà, cette année, je fais ça. L'année prochaine, je ferai autre chose. Impliquez vos proches. Visitez d'autres structures pour vous inspirer. Donc, c'est là aussi l'analyse concurrentielle. C'est pas simplement un terme qu'il faut considérer comme négatif, mais c'est vraiment aussi aller chercher l'inspiration et puis transformer votre analyse en plan d'action. Une autre étape clé pour bien construire sa stratégie, c'est prendre le temps de regarder autour de soi. Et donc, je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit sur l'analyse concurrentielle. Qui propose quoi, à qui, comment et à quel prix? Oups, j'ai fait un peu vite. Donc, cet outil d'analyse concurrentielle, voilà, je vous en propose un, mais c'est ma proposition. Vous pouvez le transformer, ajouter des cases, des lignes. Vous pouvez donc mettre le nom de votre concurrent, ici la ferme des coqs bleus, quelles sont les offres proposées, une visite plus boutique produit, quelle est la clientèle ciblée. Bon, on va bien dans la communication qu'on cible les familles, les forces perçues, les faiblesses perçues, quels sont les supports de com qu'ils utilisent, Facebook, Instagram, etc. Et puis les idées ou renseignements pour mon projet. Lui, il fait ça, donc moi, ça me donne l'idée de penser à mieux signaler mon exploitation, à enrichir mon contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc, qu'est-ce qui rend unique Qu'est-ce qui vous rend unique par rapport aux autres? Ce positionnement, c'est la base de votre message de communication à vous.
Et puis enfin, dernier outil sur l'offre, c'est créer sa fiche produit. Ça va vous aider également dans votre stratégie de communication. Clarifier ce qu'on propose en renseignant par exemple des éléments clés, la durée, la période, etc. Ça va éviter aussi les problèmes de malentendus et poser les bases solides pour la vente en ligne et la communication. Ça va vous permettre aussi de gagner du temps dans votre communication, parce qu'une fiche produit qui a été bien faite, c'est une base réutilisable. Par exemple, pour créer une page sur un site internet, pour alimenter une brochure ou un flyer, pour publier sur les réseaux sociaux, tout de suite, on a tous les éléments qui constituent mon offre. Et puis répondre aussi aux clients de manière claire. Et puis, ça va permettre de travailler son message, de parler le langage du client en fonction des cibles de clientèle qu'on a définies. Par exemple, grâce aux éléments de la fiche produit comme à prévoir, critères requis, ou encore le saviez-vous. On rentre dans une logique d'expérience et de réassurance. On parle plus seulement du produit, mais ce que va vivre le visiteur. C'est ce qui fait la différence dans une communication efficace. Et puis travailler sa cohérence, parce que quand on regarde sa fiche produit, on voit ce que vous proposez, à qui vous vous adressez et ce que vous allez mettre en avant dans vos messages. Donc on peut voir ce qui est cohérent ou pas cohérent dans le prix, le temps, ce qui est inclus, etc. En résumé, finalement, la fiche produit, c'est poser les fondations d'une communication claire, structurée et engageante. Définir ses canaux de communication. Allez hop, on y va. C'est important de comprendre donc ce qui va créer un impact durable chez vos visiteurs pour ensuite l'intégrer intelligemment dans votre communication. Donc, on a identifié dans tous les outils que je viens vous proposer, les moments forts qui marquent vos visiteurs. Par exemple, la rencontre avec les animaux, la dégustation de vins, de produits fermiers, la participation à vos expériences. On a compris les émotions, les valeurs associées à ces expériences. Et donc, on va transformer tout cela en un argument de communication percutant. Oups. Mais d'abord, je voulais vous montrer cet outil qui est la matrice du parcours client, de façon à bien comprendre finalement comment vos différents arguments de communication vont impacter votre clientèle. Cette matrice, elle décrit les différentes étapes qu'un voyageur traverse avant, pendant et après son séjour. Sans la compréhension de ce cercle, finalement, on ne sait pas trop comment on va travailler sa communication. Donc d'abord, il y a évidemment l'envie, la recherche. Le client, il commence à rêver, il va chercher de l'inspiration, évidemment souvent sur Internet. Ça va être le site web, les réseaux sociaux, Google, des articles, moteurs de recherche, etc. Ensuite, il va comparer les offres. Et donc, l'importance de votre communication, c'est évidemment de ressortir dans cette matrice. Il faut donc être visible, lisible sur Google, sur des plateformes avec des éléments de communication clairs, des photos engageantes. Ensuite, il va planifier son séjour, il va s'organiser, il va regarder les horaires, les accès, les infos pratiques. Et donc là, les supports comme le site internet, les emails de confirmation, des brochures, etc., sont très importants. Ensuite, il va acheter, il va réserver. C'est là où l'expérience doit être très fluide et rassurante, avec un formulaire qui soit simple, une réponse rapide, des outils de paiement clairs, si possible, de la réservation en ligne. Ensuite, il va profiter de son séjour, il va vivre l'expérience. On va donc passer de la promesse au vécu. Et c'est là où il ne faut pas se louper. La communication, elle va passer ici par l'accueil, la signalétique, les échanges humains, les supports sur place, le petit affichage, le carnet d'accueil, etc. Ensuite, il va poster, recommander, d'où l'intérêt d'encourager les avis, puisqu'il va devenir à la fin ambassadeur ou bien détracteur. Donc, s'il est satisfait, il devient un relais. Sinon, il peut évidemment nuire à votre réputation, ce qui n'est pas souhaitable. D'où l'importance du suivi, des remerciements, de rester présent même après la visite et de faire ce petit message post-expérience, post-séjour qui va stimuler la recommandation. Donc, vous voyez, cette matrice, elle aide à identifier les bons moments pour communiquer, finalement, les bons canaux en fonction de chaque étape du parcours. C'est ce qu'on va voir maintenant en deuxième partie. Donc, on a vu comment un client progresse dans son parcours. Il faut réfléchir maintenant à comment vous pouvez être présent à chaque étape avec les bons outils.
Donc, on voit ici les types de canaux qui sont à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de tous les utiliser. Ça dépend encore de vos objectifs, de votre stratégie, de votre budget, de votre temps, etc. Mais ce qui va être essentiel, c'est de choisir ceux qui sont le plus adaptés à votre offre et à votre cible de clientèle et aussi à votre réalité de terrain. Donc, par exemple, tout ce qui va être numérique va permettre d'être visible très tôt dès la phase de recherche. Le physique et le relationnel sont essentiels pour donner confiance, rassurer pendant l'expérience. Tout ce qui va être label, presse, etc., vont venir renforcer votre crédibilité et peut-être toucher de nouveaux publics. Bref, l'objectif, c'est d'avoir une présence cohérente, multiple, multicanale, lisible, accessible sur les différents canaux tout au long du parcours client. Donc, adapter ces outils de communication en fonction de son type d'offre, c'est aussi essentiel que d'adapter sa communication à ses clientèles cibles. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la même manière à un jeune urbain en quête d'expérience qu'à une famille avec enfants ou à un senior qui est à la recherche de calme, de bien-être et surtout de confort. Donc ici encore un outil simple avec un tableau qui présente quelques grands profils de clientèle fréquents, mais vous allez pouvoir évidemment l'adapter encore une fois à votre profil. Donc par exemple, famille avec enfants, c'est ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est de l'activité, c'est de la sécurité, c'est des infos simples, c'est le bon combo avec un peu de digital, Facebook, le site de l'Office de tourisme, et puis aussi un peu de communication papier, les brochures, les flyers, etc., qu'on peut diffuser localement. On peut avoir la cible des jeunes urbains avec une recherche d'expérience immersive, une recherche d'authenticité avec des contenus courts. Donc là, on va peut-être aller sur Instagram, TikTok, YouTube pour des images fortes, pour montrer l'authenticité de vos expériences. Et là, pour cette cible de clientèle, on sait que la communication visuelle, elle est primordiale. Pour les seniors, eux, ils prennent le temps, ils aiment lire, ils comparent, parfois ils vont vous appeler directement pour en savoir plus, alors comment ça se passe, à quelle heure, etc. Donc là, il va falloir quelque chose de très rassurant, un site bien structuré, un bon référencement sur Google. Pourquoi pas de travailler une présence sur la presse locale, notamment pour l'événementiel. Et puis aussi, là encore, des flyers pour une clientèle qui sera des retraités locaux. Les brochures de l'Office de tourisme peuvent, par exemple, très bien fonctionner. La clientèle locale, celle-ci, elle est très importante, elle est très intéressante parce qu'elle peut devenir fidèle et revenir régulièrement. Donc là, on va miser sur la proximité, donc peut-être pourquoi pas des affichages en mairie, d'aller communiquer sur les marchés. Le réseau social le plus important, c'est Facebook. Et puis le bouche à oreille aussi, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à la communication globale. Si vous avez des touristes étrangers, eux, évidemment, la visibilité, c'est le numérique. En premier, parcours client, Internet, je prépare. Donc, ils ont besoin d'infos pratiques, ils ont besoin vraiment de se projeter dans leur séjour, dans leur parcours d'activité. Donc, beaucoup d'images qui donnent envie, de la traduction, bien sûr. Donc, si possible, avoir des éléments multilingues et puis une présence qui sera conseillée plus importante sur les sites d'avis, TripAdvisor, les avis de Google My Business, par exemple, et bien sûr de soigner les visuels, encore une fois, pour projeter l'expérience. Créer du contenu engageant. On va travailler sur l'identité de marque, la rédaction des messages clés et les visuels. Donc, votre marque, c'est votre identité. Parce que trop souvent, on pense que communiquer, c'est juste parler de ses produits, de ses expériences. Mais en fait, une communication véritablement efficace,
c'est celle qui va s'exprimer derrière l'offre finalement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on travaille son produit, son expérience. C'est les valeurs, c'est la personnalité, c'est l'intention que vous avez dans votre accueil. Donc une identité de marque forte, c'est pas simplement ce que vous vendez, mais c'est ce que vous incarnez. C'est la raison pour laquelle les visiteurs devraient choisir votre exploitation plutôt qu'une autre. Pourquoi vous? Pourquoi ici et pourquoi cette expérience? Donc c'est à ces questions-là que votre stratégie d'identité de marque doit répondre à travers le ton que vous allez utiliser, l'univers que vous allez créer, photos, logos, couleurs, les messages que vous allez diffuser et aussi les valeurs que vous allez partager. Donc l'objectif, c'est de créer une cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous proposez et ce que vous montrez dans votre communication. C'est ça qui vous rendra crédible, lisible et attirant. Créer votre signature. Bah oui, évidemment, concrètement, est-ce que comment on va la construire, cette identité, comment on va faire en sorte que les visiteurs reconnaissent votre exploitation et envie de venir, de la découvrir. C'est là que va intervenir cette notion de signature dans la communication. Alors, on peut déjà s'intéresser aux éléments visuels. Et d'ailleurs, j'aurais une question. Est-ce que vous avez tous un logo pour votre exploitation concernant vos offres agritouristiques? Hop, je regarde le chat. Alors, Natacha nous dit que oui. Oui, Natacha. Logo pour le gîte. Oui, très bien. Donc, oui, bien, super. Donc, vous avez déjà intégré cette notion de signature. Donc, le logo, c'est un des éléments de la signature. On sait que le logo doit être simple, quand même facilement repérable, cohérent avec votre activité et surtout votre positionnement. Donc, hop, j'essaie d'enlever ça. Voilà. Euh, le logo, c'est votre signature avec des couleurs les couleurs vont exprimer un langage émotionnel euh, cohérent avec votre exploitation. Dans ces éléments visuels, on va avoir aussi une typographie. C'est finalement la voix visuelle de votre exploitation. On voit ici, à travers quelques exemples, on a des couleurs, des logos, une typographie dans ces fermes qui sont très parlantes. Qui vont ici nous indiquer, notamment pour la ferme de Joe, par exemple, qu'on s'adresse à un public de scolaires. On est plutôt dans une ferme pédagogique, on a des couleurs très fun qu'on peut trouver finalement dans les écoles. Donc, c'est extrêmement ciblé. On va leur détailler un petit peu après. On a également les éléments verbaux. Le nom et le slogan, c'est votre promesse en quelques mots. C'est la façon dont vous allez dire venez voir ma ferme, venez chez nous. C'est aussi l'histoire de votre ferme, de votre projet ou même de votre famille. Cette histoire, c'est un levier d'émotion et d'attachement. On le voit sur certains sites d'ailleurs, hein, où les fermiers vont raconter pourquoi ils font ça, comment ils le font, quelles sont leurs valeurs, leurs engagements. Il y a dans cette façon de décrire, encore plus que l'histoire, le ton de la voix, votre personnalité à travers les mots. On ne va pas raconter une histoire de la même façon en fonction de l'expérience ou de l'authenticité qu'on veut mettre en avant. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc la question que j'ai, c'est est-ce que vous avez travaillé l'histoire, quand vous travaillez l'histoire de votre ferme, est-ce que vous avez réfléchi au ton que vous adoptez? Alors, est-ce que c'est un travail que vous avez réalisé dans votre stratégie de communication de travailler sur le ton? Non, mais à corriger, ok.
Oui, parce que, il y a une différence entre dire venez sur ma ferme, mais de le dire d'une manière un peu émotionnelle, expérientielle. Merci Odile. Et donc, je vous invite à travailler effectivement cette partie-là. Et puis, on va avoir tous les éléments d'expérience dans la communication. C'est l'ambiance du lieu. Ça aussi, c'est de la communication. Il y a la communication visuelle, verbale, numérique, mais il y a aussi la communication de l'expérience. Quand les clients, vous avez vu sur le parcours client, visitent votre ferme, participent à vos activités, eh bien, tout ce qui va être de l'ordre de l'atmosphère du lieu, des services, de l'accueil, comment est-ce que vous faites vivre vos valeurs, le parcours du visiteur, comment est-ce que vous allez orchestrer tout ça. C'est ce qu'on a vu dans le diagnostic de l'offre parce que ça contribue aussi à la communication. Ce sont les éléments expérientiels, c'est la réalité de terrain, c'est ce qui va donner vie à votre identité, à votre promesse client. Donc, en résumé, votre signature, c'est ce qui vous rend reconnaissable et singulier. C'est ce qui va aussi vous démarquer de la concurrence et c'est ce qui va donner de la cohérence entre ce que vous montrez, ce que vous dites et ce que vous faites vivre. La ferme de Joe, signature de marque perçue, éveil et découverte pour petits et grands. On a des éléments très visuels. Alors, je vous ai remis normalement les liens cliquables dans le PDF. Ou dans le support que vous pourrez retrouver par la suite. Donc, on a un site web avec des images d'ateliers interactifs, des animaux qui créent une ambiance éducative et familiale. Donc, on voit tout de suite la cible de clientèle. On a des palettes de couleurs avec une utilisation de tons qui sont assez chaleureux, naturels, c'est très coloré. Donc, on a beaucoup de contrastes. Ça permet tout de suite de visualiser, par exemple, là, les différents ateliers avec des petites accroches. Donc, on est sur une communication verbale travaillée. Nos ateliers, s'instruire en s'amusant. De nombreuses activités pour les petits et les grands. Donc là, on a vraiment la cible famille qui est clairement identifiée. Le contenu est rédigé de manière accessible, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On a une mise en avant des activités avec des ateliers qui sont décrits de façon détaillée. Donc, on a eu un travail sur la fiche produit en amont qui souligne ensuite les aspects ludiques et éducatifs de l'activité. Ici, un autre exemple, voilà, je suis allée un petit peu en veille stratégique, j'ai trouvé ces quelques exemples, hein. Il y a des points forts que je mets en avant aujourd'hui, mais il y a aussi des points faibles. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous montrer là, sur la communication, ce que sont les points forts que j'ai pu repérer sur ces sites. Ici, la ferme de marque, on a une signature de marque qui est bien identifiée avec un slogan qui est vivez, ressentez, émerveillez-vous. On est vraiment dans l'émotion et là, on va s'adresser à cette fameuse cible urbaine dont je parlais tout à l'heure, ces familles en quête de déconnexion qui veulent venir, donc parents et enfants, découvrir vos exploitations. Donc, on a des éléments visuels qui permettent de mettre en avant des photos immersives à la ferme avec des animaux, des produits de l'exploitation. On a une ambiance dynamique, de joie, interactive, authentique, mais aussi traditionnelle. On a aussi des couleurs fortes, un design qui est épuré, mais avec des couleurs très marquantes. On a une typographie, vous voyez, ferme de la marque, qui est assez ludique aussi, qui est pas donc à l'inverse de ce qui pourrait être un peu bling bling, pompeux. On n'est pas sur un site touristique avec un château. Là, on est sur une ferme avec une typographie qui est adaptée à cette ambiance un peu presque cow-boy, hein, quand on voit ouvert toute l'année avec ce petit panneau bois. On a vraiment une identité qui est forte. Le slogan, je l'ai dit, et puis on a une description avec un accent qui est mis sur la réalisation d'expériences, l'authenticité d'expériences et l'immersion de coproduction à la ferme avec des activités diverses. Enfin, la ferme du Marais Poitevin, c'est une jolie ferme qui promet des rencontres inoubliables. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en avant aussi des bons cadeaux pour un anniversaire, à Noël ou tout simplement l'envie d'offrir. Profitez-en pour offrir un cadeau utile et zéro déchet. Donc, on s'adresse à une cible plutôt éco-responsable, des locaux parce que voilà, il y a un bon cadeau et ça peut être sympa d'offrir à la petite cousine, la petite nièce à ses enfants
pour venir à la ferme un week-end. On a une signature de marque perçue, séjour nature et préservation des races locales. On a des éléments visuels avec une utilisation abondante d'images, de paysages naturels, d'animaux. On a aussi des hébergements insolites, donc avec une immersion totale dans la nature. On a un côté très esthétique, beaucoup de pictos qui permettent tout de suite d'identifier les rubriques. On a un design qui met en avant le côté à la fois écologique, aussi un peu rustique de la ferme. Et puis, on a des éléments verbaux avec une insistance sur la préservation des races anciennes, donc vraiment les valeurs, l'engagement écologique de la ferme. Et puis, des hébergements insolites qui sont intégrés harmonieusement dans l'environnement naturel. Et donc, on a une communication globale qui est cohérente et qui fait envie. Donc, une fois que vous avez défini votre offre, votre cible, vos canaux, eh bien, l'étape suivante, ça va être de formuler le bon message. Trouver les mots justes pour capter l'attention. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que je veux vraiment que les gens retiennent? Donc, un bon message clé, c'est quoi? C'est un message qui va être court et impactant. Il doit s'adapter au support. Par exemple, un post Instagram n'a pas la même longueur qu'une page web. Il doit être porteur de valeurs fortes. Ça doit être aussi un langage, un message qui doit être dans l'émotion, il doit toucher, il doit marquer les esprits, il doit éveiller la curiosité, donner envie de vivre l'expérience, et il doit être différenciant, il doit répondre à la question que se posent tous les clients, c'est-à-dire pourquoi je viendrai chez vous et pas ailleurs. Et c'est là que votre identité, votre signature et votre valeur ajoutée vont prendre toute leur place. Donc, en résumé, votre message clé, c'est une accroche, une invitation, un reflet de ce que vous proposez et surtout de le pourquoi vous le proposez. Exemple, la ferme des Marettes est située dans un lieu unique et isolé entre bois, marettes et vallons. C'est un écrin de verdure. Cet écrin de verdure est une vraie chance pour la biodiversité. Nous nous émerveillons chaque jour de la diversité des insectes et du chant des mésanges qui sont autant de signes que l'environnement est préservé. Et l'on sait à quel point la richesse de l'écosystème est un atout indéniable pour tout maraîcher souhaitant travailler en bio. Voilà, vous avez ici des codes d'une communication ciblée sur l'éco-responsabilité, sur un environnement calme, préservé, et donc une cible clientèle qui va rechercher la déconnexion, la pureté finalement de l'environnement. Voilà, je vous ai mis quelques messages différents, vous pourrez les relire. On va avoir ici différents types de messages. Le message qui va raconter une histoire. Il y a 30 ans, grand-père Pierre plantait ses premiers pieds de vigne sur des collines, etc. On peut ici avoir des messages basés sur le bénéfice client. Offrez-vous une parenthèse de bien-être à la ferme des lavandes, l'air pur des montagnes réduit votre stress, etc. Voilà, le bénéfice client, c'est hop, relaxation, déconnexion. On peut avoir un message différenciant basé sur le savoir-faire, notre méthode ancestrale de distillation au feu de bois perpétuée depuis confère à nos huiles essentielles une qualité introuvable ailleurs. Donc, mon savoir-faire est un savoir-faire particulier d'exception. Et puis le message basé sur l'expérience sensorielle. Sentez le parfum enivrant des fruits mûrs dans notre verger, écoutez le murmure apaisant de la rivière qui borde notre domaine, goûtez la douceur de nos confitures artisanales. Donc une image vaut 1000 mots. C'est la suite de votre stratégie, c'est-à-dire que ce qui attire en premier, ce sont les images. Et en communication touristique, c'est encore plus vrai, parce qu'une bonne photo peut déclencher l'envie de visiter même avant qu'on ait lu une seule ligne. Donc là encore, on va essayer de raconter une histoire à travers ces visuels. Attraction et engagement. Une image réussie, elle doit attirer l'œil sur un site, une affiche ou un post. C'est ce qui vous permet de capter tout de suite l'attention dès les premières secondes. Transmission d'émotions et d'expériences. Une photo d'un enfant, vous voyez, on a ici des petites photos très expérientielles où tout de suite on se projette, on se dit ah, super, je vais aller avec ma fille, elle va adorer, elle va patauger, mimi cracra, elle va jouer avec les canards, elle va participer, elle va apprendre des choses.
Efficacité de la communication. On est dans une société de l'immédiateté. Les visuels permettent de faire passer un message instantanément. Ça permet de séduire et de donner envie d'en savoir plus. Et donc de stimuler l'envie de rechercher davantage d'informations sur votre site. Ah, ça a l'air chouette. C'est quand, c'est où, comment on réserve, à quelle heure, à quel prix. Différenciation et réassurance, c'est montrer des images authentiques de votre lieu, de vos activités. Ça permet non seulement de vous distinguer, mais aussi de rassurer. Je vois à quoi je dois m'attendre et donc du coup, ça me donne confiance. Les quatre piliers du contenu visuel à valoriser, donc produit, fraîcheur, authenticité du champ à l'assiette, paysage, saisonnalité, perspective variée, identité territoriale, activité, expérience immersive, moment d'apprentissage, émotion, animaux, interaction, personnalité, proximité contrôlée. Des formats vidéo à prioriser doivent être courts, 15-60 secondes, pour présenter votre engagement au quotidien sur les réseaux sociaux. On peut avoir un petit peu plus long pour présenter une activité ou un processus, et puis encore un peu plus long, mais pas au-delà de 5 minutes, pour des visites virtuelles ou des témoignages un petit peu plus approfondis. Donc le principe d'or à retenir pour tous vos visuels, c'est l'authenticité, la lumière naturelle, début, fin de journée, de l'humain évidemment qui donne vie, du storytelling visuel plutôt que de simples belles images et de la cohérence dans le style et les couleurs. Voilà, donc encore un exemple ici, la ferme des Marettes dont je parlais tout à l'heure. Produits, des photographies de fruits et de légumes biologiques qui mettent en avant la qualité, des paysages avec des clichés de la ferme nichés au cœur des plateaux ardéchois, avec une vue panoramique, etc. Donc on communique sur le territoire, des activités avec des images sur les ateliers pédagogiques et on voit que les images, c'est de l'humain, elles sont impactantes, on n'est pas dans du statique, elles sont même drôles. On a aussi évidemment les visuels des animaux, des activités de la ferme, etc. Donc, en adoptant tous ces choix visuels, ben, la ferme, elle a réussi à créer une connexion émotionnelle avec son public, à valoriser son offre et à se différencier, car déjà, les visuels sont différenciants. Alors, concentrons-nous maintenant sur l'optimisation de votre communication sur le numérique. Avec déjà quelques chiffres clés rapidement aujourd'hui parce qu'elles sont marquantes. 65% de toutes les réservations de voyage ont été effectuées en ligne en 2023, dont 35% via le mobile. Tout de suite, on se pose la question sur comment est-ce que moi aujourd'hui je commercialise, je communique en ligne sur mon expérience, mes hébergements, mes activités. 89% des voyageurs utilisent les réseaux sociaux pour s'inspirer pour leur voyage en 2024. C'est énorme. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux de manière pertinente? 85% des marques de voyage utilisent activement les réseaux sociaux pour interagir avec leurs clients. Plus d'un cinquième des voyageurs mondiaux ont utilisé ChatGPT ou des chatbots IA similaires pour planifier leur voyage. Et là, on est vraiment au début de la révolution. Donc, la communication, c'est générer du contenu. Plus vous aurez de contenu, plus vous allez être pertinent. Et comme les intelligences artificielles sont en train de devenir, finalement, de supplanter progressivement, on le perçoit déjà dans les discours et les communications sur l'intelligence artificielle, ce sont les futurs moteurs de recherche. Ces intelligences artificielles vont aller agréger du contenu. Plus vous aurez un contenu riche, plus vous serez évidemment pertinent en termes de recherche. 98% des consommateurs lisent les avis en ligne pour les entreprises locales. Une augmentation d'une étoile dans la notation peut augmenter les revenus de 7 à 9%. Les entreprises qui répondent à au moins 25% des avis voient leurs revenus augmenter de 35% en moyenne parce que oui, répondre aux avis clients, même quand ils sont positifs, là encore, ça stimule les algorithmes et c'est très bon pour votre référencement. Alors, ok, d'accord, on a compris, c'est hyper important d'être sur le numérique, mais quelque part, vous le saviez déjà. Voici une slide qui est vraiment centrale parce qu'elle vous montre l'ensemble des leviers qui composent votre stratégie web marketing. Ici, on est vraiment dans une vision d'ensemble où chaque brique joue un rôle complémentaire pour renforcer votre visibilité, votre crédibilité et votre capacité à convertir vos visiteurs en clients.
Et donc, au centre, on a votre site Internet. C'est un peu comme la colonne vertébrale de votre communication digitale. Il doit être évidemment clair, mobile friendly, à jour et donner envie. On va y trouver vos infos pratiques, votre univers, vos valeurs et idéalement, ils peuvent réserver ou acheter en ligne. Donc, les éléments autour de votre site web essentiel, c'est évidemment d'avoir un site avec un contenu enrichi. Vient de voir les éléments de communication visuelle, storytelling, etc. On peut y ajouter aussi une foire aux questions, une FAQ, qui permet de répondre déjà facilement à différents publics et à différentes questions. Ça permet aussi de gagner du temps. Le SEO, qui est finalement la façon dont votre site va être bien référencé sur Google notamment, et de comprendre comment votre visiteur navigue. Donc, il doit être bien travaillé. Alors, si vous n'êtes pas spécialiste, faites-vous aider. Il y a des opérateurs numériques dans les offices de tourisme, ou bien si vous avez un webmaster, vérifiez avec lui que votre stratégie SEO est opérationnelle. Mise en avant du territoire, ça c'est vraiment quelque chose que souvent en agritourisme ou en œnotourisme, on ne fait pas assez. Ma ferme, mon histoire, ok. Mais mon territoire, parfois même en préparant ce webinaire, j'ai visité beaucoup de sites et parfois je ne sais pas où vous êtes. C'est pas d'emblée évident pour moi. Je sais pas si vous êtes à proximité d'une ville ou est-ce que vous vous trouvez dans la campagne. Déjà parfois, je tombais sur des sites très intéressants, mais je savais pas dans quel département c'était. Donc bien mettre en avant votre situation, bien communiquer sur votre territoire. Ok, je viens vous voir, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire autour? Quels sont les atouts touristiques de votre territoire? Euh, Ces atouts-là vont créer de la valeur. Si vous êtes dans un territoire attractif, eh bien forcément, ça va ajouter de la valeur pour votre activité. Et puis parce que quand on vient faire une découverte, une initiation à la ferme ou une initiation touristique, on vient pas faire que ça. Donc on a aussi besoin de préparer son voyage autour d'un contenu de séjour. Et en même temps, mettre en avant son territoire, c'est aussi stimuler le référencement parce que on a enrichi le contenu avec des éléments essentiels de communication touristique du territoire. Vous êtes des ambassadeurs de votre territoire. Version mobile, bien sûr, il faut que votre outil de site web soit adapté au mobile. On a vu l'importance du mobile aujourd'hui dans la consultation et dans la préparation d'un séjour. La situation, je vous l'ai dit, c'est important, mais aussi des rubriques de contact assez immédiatement. Je dois identifier comment vous appelez. La vente en ligne et les disponibilités. Alors ça, c'est un choix stratégique. Évidemment, si vous avez une ferme avec une salle de réception pour 200 personnes, on ne va pas forcément mettre de la réservation en ligne. Ça paraît logique puisque c'est sur devis. Mais si vous avez de l'hébergement touristique, si vous avez des expériences bien calées en termes de timing, d'horaire, d'agenda, allez sur la réservation en ligne parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans une société de l'immédiateté. On veut tout de suite avoir des réponses sur à minima la disponibilité. On veut pouvoir tout de suite savoir si c'est possible. Est-ce que je peux venir chez vous après-demain pour mon activité agritouristique? On va aussi mettre en place une stratégie de lien, c'est-à-dire des liens entrants et des liens sortants. Ça va permettre de stimuler votre référencement avec des liens qui vont pointer par exemple vers le site de l'Office de tourisme et l'Office de tourisme qui va pointer vers votre site Internet. Je vois que Marie, d'ailleurs, de l'accueil paysan, nous indique qu'on peut faire des liens entre les sites des OT et des sites amis pour le référencement. Donc, c'est Ouais. totalement, voilà, cette stratégie de lien que tu évoques Et, ici. et oui, et c'est très très important. Plus vous aurez de liens entrants et sortants, et plus vous aurez de pertinence au regard des algorithmes des moteurs de recherche. Vous avez ensuite tous les canaux complémentaires qui alimentent votre visibilité. Donc, votre site web, votre colonne vertébrale, on l'a vu, la façon dont votre site web doit être bien construit. Et puis ensuite, tout le monde doit pointer vers votre site web. Donc, vous avez en haut les sites et les plateformes de voyage d'expérience. Alors, bien sûr, sur des grandes plateformes type Airbnb, Get Your Guide, ils vont pas redescendre directement sur votre site web parce que c'est pas dans leur business model que vous puissiez vous vendre en direct, mais vous allez pouvoir donner des clés d'information avec le nom de votre ferme, bienvenue à la ferme des coqs bleus, à la ferme des coqs bleus, pouvoir mettre une image par exemple avec votre logo et on aura peut-être ce qu'on appelle l'effet billboard, c'est-à-dire que le client va sortir de la plateforme, taper la ferme des coqs bleus sur Google et trouver votre ferme pour ensuite réserver en direct et avoir davantage d'informations.
Vous allez peut-être aussi être sur Google My Business et je vous encourage à y être, à avoir une fiche de référencement Google, c'est hyper important pour votre référencement. Des sites d'avis comme TripAdvisor. J'ai mis aussi l'intelligence artificielle, comme je vous disais tout à l'heure, qui est agrégateur de contenu et qui, dans quelques mois, dans quelques années, mais de manière très rapide, vont peut-être supplanter les moteurs de recherche. Donc, plus vous serez référencé, plus vous aurez de contenu enrichi à l'extérieur de votre site et mieux ça sera pour votre visibilité. Vous avez évidemment les réseaux sociaux, on l'a vu là encore dans les chiffres clés, c'est essentiel aujourd'hui d'y être, c'est une question évidemment de temps, on va y revenir. Mais voilà, soyez présents sur les réseaux sociaux, peut-être pas tous, bien sûr. Choisissez les réseaux qui sont le plus importants pour vous. Y être peu, mais bien, et pas tous. Les médias, la presse, peuvent pointer vers vous. Les offices de tourisme, bien sûr, ce sont vos premiers partenaires sur le territoire. Il faut aller les voir, il faut les faire venir chez vous, leur montrer vos expériences, profiter de leur savoir-faire parce qu'ils ont énormément de savoir-faire à vous donner pour vous aider dans votre stratégie à utiliser tous les outils les leviers de réflexion qu'on a vus aujourd'hui par rapport à leur connaissance du territoire, des cibles de clientèle, etc. Les labels, bien sûr, qui sont aussi des opérateurs qui vont vous permettre de vous donner de la visibilité, qui vont apporter de la réassurance parce que vous avez été contrôlé, agréé, vous respectez un cahier des charges et sur des activités d'expérience, c'est très important aujourd'hui pour l'internaute. Vous avez vu, on est quand même dans une société où on est extrêmement stressé et le label vous apporte à vos clients cette réassurance. La publicité en ligne, ça c'est un choix stratégique avec un budget de savoir est-ce que sur certaines périodes ou sur certaines cibles de clientèle, les étrangers, les locaux, etc., je vais acheter de la publicité en ligne. Et puis tout ce qui va être de l'ordre de la gestion de la relation client avec des mailings, la création de newsletters, un blog. Aujourd'hui, le blog peut même faire partie de votre site internet. C'est un des éléments aussi central qui va générer du contenu et favoriser votre référencement. Donc, une stratégie web marketing performante, c'est pas juste être visible, c'est construire un écosystème cohérent autour de votre site en activant les bons leviers selon votre cible, vos objectifs et vos moyens. Voilà, structurez efficacement votre site web selon vos cibles. Pourquoi c'est important? Chaque clientèle prioritaire cherche une information spécifique sur Google. Google référence les pages par pertinence selon les requêtes des utilisateurs et une bonne structuration augmente votre visibilité sur les web. Comment faire? Créer des rubriques spécifiques dédiées à chaque cible de clientèle. On peut créer des rubriques pour les familles, pour les randonneurs, pour les groupes. Présenter clairement les offres adaptées à chaque public avec des contenus distincts, hébergement, activité, restauration. Et puis utiliser des mots-clés pertinents correspondant aux attentes de chaque cible. Et là, on va travailler sur le SEO, le référencement naturel. Alors, un outil qui peut vous aider dans votre référencement et notamment à renforcer votre activité et faciliter les réservations, c'est l'outil régional IRESA, donc un dispositif d'accompagnement de la commercialisation en ligne. C'est un outil qui va vous permettre de développer vos ventes directes. Et là, on passe la communication pour aller vers la commercialisation avec la mise à disposition d'outils de réservation en ligne qui vont être adaptés à vos activités. Donc, augmentez votre visibilité en étant distribué en place de marché sur des sites internet régionaux, départementaux, locaux, et ça sans commission. Donc, vraiment, c'est des outils qu'il faut utiliser. C'est un plus pour distribuer et répondre aux attentes de la clientèle qui est d'avoir de la réservation en ligne, de la disponibilité en ligne. Donc, grâce à cet outil, on peut offrir un service fluide aux clients, réservation rapide, paiement sécurisé, expérience simplifiée, et donc ça va favoriser forcément la conversion. Donc, pour utiliser cet outil ou pour avoir plus d'informations, vous pouvez être accompagné par un référent localement. Donc, je vous invite à peut-être contacter Lisa par la suite si vous voulez en savoir plus. Lisa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose que j'aurais oublié sur cette stratégie territoriale? Alexandrine, peut-être pas me contacter moi directement, mais plutôt ma collègue. Alors, Ok. soit Mélanie Charon, qui est la référente, on va dire, régionale pour IRESA, ou sinon, en fonction de votre département, vous avez aussi un référent départemental IRESA.
Et là, je vous mettrai le lien vers justement les différents contacts. Très bien. Merci. Alors, les plateformes d'expérience, je voulais en parler quelques instants. Ce sont des canaux qui sont peu exploités dans le secteur de l'agritourisme. On sait aujourd'hui qu'Airbnb est en train de relancer les expériences Airbnb et qu'ils vont massivement investir sur les expériences sur Airbnb. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'hébergements. On y trouvait déjà des expériences. Ils avaient mis un petit peu en pause et là, ils sont en train de relancer la machine. On a aussi des plateformes comme Get Your Guide qui peuvent être utilisées en agritourisme, en œnotourisme. Là encore, quand on fait de l'analyse concurrentielle, on se rend compte qu'il y a assez peu de fermes d'activités agritouristiques sur ces plateformes d'expérience. Et pour autant, elles correspondent à un potentiel d'exploitation de cibles de clientèle énorme. Donc, évidemment, pour être sur une plateforme d'expérience, il faut avoir une offre très structurée, avoir une fiche produit très structurée, avoir évidemment des plannings à respecter et des conditions générales de vente également à établir. Mais souvent, vous les avez déjà plus ou moins mis en place sur votre exploitation. Et donc, pourquoi pas aller sur ces plateformes d'expérience? Évidemment, le frein, c'est qu'il y a un coût derrière, un commissionnement. Mais encore une fois, si on profite de l'effet billboard grâce à quelques clés intégrées dans les images, dans le discours, dans les mots, eh bien, ça permet à l'internaute de repérer qui vous êtes, votre ferme, et d'aller voir en direct si une réservation est possible. Je vois que Marie indique aussi Weekendoo. Oui, Voilà, pour des ateliers. J'en profite pour dire que l'horloge tourne vite. oui, tout à fait. Et Léa, Euh, d'ailleurs, est arrivée pour le Super. témoignage. Voilà. Mais je suis bien dans mon timing. Je suis pas trop mal aujourd'hui. Donc, je continue sur l'outil de communication. On retrouvera Léa si Léa veut bien dans 10-15 minutes, donc vers 30-35. Outil sur la partie communication. Donc là, je vous propose un petit outil d'auto-diagnostic en communication, éléments évalués. Mon offre est clairement détaillée et structurée. Oui, partiellement, non, action à mener. Je mets en avant ce qui me différencie des autres structures. Oui, partiellement, non, action à mener, etc. Mes tarifs, j'ai des témoignages clients visibles, je communique sur les valeurs de mon exploitation, j'ai créé du contenu qui répond aux questions fréquentes, etc. Donc voilà un outil inspirant que vous pouvez utiliser au quotidien. Voilà, et pour finir, optimiser son temps et établir son calendrier éditorial. Eh bien, on a posé les bases donc de votre stratégie de communication. Vous savez à qui vous parlez, ce que vous voulez dire, comment et par quels canaux. Mais la question qui peut évidemment être prégnante pour vous aujourd'hui, oui, mais comment je m'organise sans que ça me prenne trop de temps? Bon, c'est là que va intervenir la notion de calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est un outil simple, mais qui va vous permettre d'anticiper, de structurer et en même temps parfois d'alléger votre communication tout au long de l'année. Donc l'idée, c'est de ne pas communiquer toujours dans l'urgence, de répartir vos contenus selon la saisonnalité de votre activité, de garder la régularité sur vos réseaux, votre site ou vos newsletters et surtout de gagner du temps, hein, et d'être plus serein pour finalement, en saison, réaliser votre activité. Donc, juste besoin de planifier les temps forts et de préparer vos messages à l'avance. Donc, un outil qui peut être utile pour planifier et automatiser votre communication. Par exemple, l'outil Canva, je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est un outil qui est simple et facile pour vos images, qui peut être prêt à l'emploi. Il vous suffit parfois d'avoir comme on appelle ça, des templates et vous allez pouvoir juste changer le texte, les photos. Il y a des fois des tailles qui sont déjà adaptées pour créer une story sur Instagram, par exemple, ou des flyers. Il y a pas mal de modèles gratuits. Évidemment, la version payante est plus sympa, mais déjà avec l'outil gratuit, on peut déjà faire pas mal de choses. Deuxièmement, vous pouvez aussi avoir des outils pour programmer vos publications à l'avance, comme Facebook Business Suite, qui est gratuit. Et donc, vous pouvez programmer vos posts en une seule fois. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut préparer ses publications et pendant les périodes calmes, on les programme.
Automatiser les réponses aux questions fréquentes. Voilà encore une autre stratégie. Donc, on l'a vu, créer une FAQ, une foire aux questions sur votre site web, mais aussi de préparer des emails avec des modèles de réponse pour les questions fréquentes, notamment sur les horaires, les tarifs, les accès, etc. Ou bien des messages qui font suite à la réservation. On va établir un mail direct qui va permettre d'avoir tout de suite des informations pratiques. On peut aussi avoir des messages préconstruits sur le rappel des règles de la visite, par exemple. Également, travailler sur les messages d'absence pendant les périodes chargées. Message type, nous sommes en pleine récolte jusqu'au 15 juillet, nous vous répondons sous 48 heures. Ça donne une deadline. C'est pas on est absent, merci de rappeler ultérieurement. Non, sous 48 heures, voilà, on sait que sous 48 heures, on va avoir une réponse. Et puis évidemment, un système de réservation pour vos activités, globalement, ça vous fait gagner du temps. Optez pour un PMS de gestion avec système de réservation et channel manager. Alors, on connaît surtout ça pour les activités d'hébergement, mais les activités de loisirs peuvent aussi opter pour des channel managers et des PMS de gestion avec des liens, comme on l'a vu, vers IRESA. Sinon, si vous ne souhaitez pas utiliser ces outils de réservation en ligne, redirigez vers un formulaire de réservation détaillé plutôt que quelque chose d'un peu fouillis et de gérer les demandes une par une. Alors, l'IA pour vous faire gagner du temps, j'y reviens. Pour peut-être vous aider dans la rédaction de vos contenus. Donc, par exemple, pour créer des descriptions d'activités saisonnières. Alors, ChatGPT fait à peu près tout, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément d'IA, que certaines sont spécialisées dans les images, certaines sont spécialisées dans tel et tel domaine. On voit sur les réseaux sociaux beaucoup d'influenceurs qui disent utiliser celle-ci, celle-là, etc. Bon, moi, je m'y mets aussi, comme tout le monde, progressivement. J'essaye de voir aussi l'intérêt de ces outils. Euh, L'IA, aujourd'hui, elle fait pas tout, hein, bien sûr, mais elle va quand même pouvoir vous aider. Vous aider pour créer des descriptions d'activités saisonnières, hein, donc en lui donnant déjà votre contenu. Par exemple, vous copiez votre page web actuelle, vous le donnez à ChatGPT, vous lui demandez d'apporter des modifications. Il va falloir travailler votre prompt, c'est-à-dire rédiger une description de votre atelier et de lui donner des indications. Plus vous lui donnez des indications sur ce que vous voulez, sur vos objectifs, et meilleure sera la réponse. Donc, j'ai mis un exemple là. Rédige une description de mon atelier de fabrication de fromage pour des familles en vacances dans ma région. Voici des informations sur mon atelier, durée 1 heure, tous les jours de 9 h à 12 h, d'avril à septembre. Groupe 15 personnes maximum, destination, dégustation à la fin de la visite, tarif 8 € par personne, gratuit pour les moins de 5 ans. Et donc, voilà ce qu'il m'a donné. Je vous le montre sur la partie bleue. Atelier découverte fabrication de fromage artisanal, une expérience gourmande en famille. Plongez dans l'univers fascinant de la fabrication fromagère, découvrez tous les secrets de cet art ancestral. Notre atelier vous propose, au programme, découverte, participation, explication, dégustation de nos fromages artisanaux. Informations pratiques, durée 1 heure, horaire tous les jours de 9 h à midi, période d'avril à septembre, capacité 15 personnes maximum par atelier, tarif 8 € par semaine, avantage famille, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, il a même finalement donné l'idée de mettre un petit bonus pour les familles. Une activité idéale pour les vacances en famille, repartez avec votre création et le savoir-faire d'un véritable artisan fromager. Réservation conseillée, place limitée. Enfin, vous voyez, l'incroyable force de l'IA, c'est en peu de temps de vous avoir travaillé un petit descriptif. Alors, c'est peut-être pas parfait, on peut lui demander ensuite de retravailler un côté un petit peu plus émotionnel, de reprendre la dernière partie, etc. Mais globalement, c'est vraiment un outil hyper intéressant. Donc, vous pouvez rédiger des textes pour vos affiches d'événements, vous pouvez transformer vos connaissances agricoles en contenu intéressant. Ben oui, vous avez un savoir-faire. C'est pas toujours évident d'avoir de la pédagogie. Et donc, vous voulez structurer votre visite avec un parcours client et des étapes pédagogiques. Eh bien, vous pouvez travailler ça aujourd'hui avec l'IA. Vous pouvez vous manquer d'idées, ben, vous pouvez aussi générer des idées d'activités adaptées à votre exploitation. Vous pouvez également lui demander de créer des fiches pédagogiques pour vos animaux ou vos cultures. Vous pouvez également créer des petits quiz pour animer vos visites et créer, pourquoi pas, une petite histoire ludique pour animer le parcours visite. Bref, voilà quelques idées. Mais franchement, déjà là, vous allez pouvoir créer du contenu et gagner énormément de temps. Quoi publier quand on n'a pas beaucoup de temps? Les 4 types de contenus à prioriser: savoir-faire, montrer ce que vous seul savez faire. Les animaux, toujours populaires auprès des familles. Les coulisses, ce qu'on ne voit pas habituellement. Et les produits de la terre à l'assiette.
Le calendrier éditorial, le principe de base, c'est d'avoir quelque chose de structuré autour de pourquoi pas 3 éléments clés, mais à vous de voir si ça vous correspond ou s'il faut développer autre chose. Par exemple, le cycle agricole saisonnier qui est propre à l'exploitation, les périodes touristiques dans votre région, vacances scolaires, jours fériés, etc. Et les types de contenus qui intéressent vos visiteurs. Et puis, on va pouvoir travailler ce calendrier éditorial en fonction de la saisonnalité avec, par exemple, une phase de préparation et de planification. On va identifier les thèmes principaux, préparation de la saison à venir, travailler les travaux d'hiver, les traditions rurales et les produits de saison, etc. Et les types de contenus à privilégier. Eh ben, on va faire une petite rétrospective de l'année, on va mettre un album photo, des témoignages, on va présenter des nouveautés prévues, par exemple sur Facebook. On va partager des recettes avec des produits sur le site internet ou sur un blog. Et puis, on va montrer un peu les coulisses des préparatifs pour l'accueil, les nouveautés à venir. Ça évite d'avoir ce blanc un peu l'hiver où on n'a rien à dire. Et puis, le printemps, on va être en phase de lancement de l'activité. Donc là, les thèmes principaux, ça va être l'éveil de la nature sur l'exploitation, pourquoi pas les naissances animales, les semis, les plantations, les premières activités d'accueil. Et là, on peut privilégier donc différents types de contenus dans son calendrier éditorial. On va programmer des annonces, des dates d'ouverture, des événements. On va mettre des photos et des vidéos des naissances animales, de la culture, la préparation des espaces d'accueil, les premiers travaux agricoles, etc. Et puis, on peut créer aussi des petites offres spéciales de début de saison pour stimuler l'arrivée des visiteurs et commencer à générer des recommandations, des avis clients qui vont ensuite stimuler le référencement. Voilà un petit outil encore pour planifier votre calendrier éditorial. Voilà, j'ai mis, voilà, c'est un outil, mais après, il peut y en avoir d'autres formats. Ici, j'ai mis semaine 1, informer, semaine 2, montrer, semaine 3, éduquer et semaine 4, engager. Informer, début de mois, axé sur les informations pratiques. Montrer, semaine consacrée aux coulisses et à la réalité de l'exploitation. Éduquer, ça va être une semaine dédiée au contenu éducatif et aux annonces. Par exemple, une publication éducative sur une culture, sur un élevage, par exemple, pour renforcer votre expertise. Et puis, semaine 4, engagée, à la fin du mois, on va être orienté vers l'interaction et l'engagement. Par exemple, avec une recette qui va utiliser un de vos produits. Le vendredi, on va pouvoir peut-être faire une question interactive pour vous abonner sur les réseaux sociaux. Ça va favoriser l'engagement, etc. Donc voilà, ça vous donne quelques idées de structuration d'un calendrier éditorial. Mesurer, adapter, bien sûr, c'est important. Adapter la ligne éditoriale en fonction de la saison, on l'a vu, haute saison ou basse saison. Et à la fin de chaque mois, noter les publications qui ont généré de l'engagement, les questions fréquemment posées par les visiteurs. Voilà, peut-être on va modifier sa foire aux questions et puis rajouter des éléments. L'impact sur les réservations et les visites par rapport à votre stratégie et les types de contenus à davantage développer. Voilà, on a fait le tour avant de conclure de la partie offre, communication et puis quelques outils pour gagner du temps dans votre stratégie. Et maintenant, avant de donner la parole à Léa qui est venue ce matin, merci Léa pour cette présence et partager votre expérience pour conclure un peu ce webinaire. Et donc, j'en profite pour présenter la petite vidéo de Léa et Damien qu'on trouve sur le site internet, et ce qui va nous permettre d'introduire le témoignage. Bonjour, bienvenue à la ferme Les Préverts. Nous sommes situés entre La Baule et Guérande, au niveau de la sortie La Baule Centre de la route bleue. Nous avons une ferme de vaches laitières et nous fabriquons nous-mêmes toute une gamme de fromages au lait cru sur notre ferme. Nous avons également des cochons élevés sur paille et nourris avec le petit lait issu de la fabrication de nos fromages. Nous sommes présents sur les marchés de Saint-Nazaire, Guérande et Pornichet. Ici, nous sommes dans le magasin de la ferme où nous proposons nos produits, mais également plus de 2500 produits qui viennent de producteurs locaux, mais aussi de toute la France.
Nous vous proposons également du pain au levain naturel qui est fabriqué et cuit dans le four à pain de la ferme par Manu le boulanger. Alors venez nombreux, visiter la ferme, découvrir les animaux et assister à la traite des vaches en famille. À bientôt. Parfait, super. Léa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Léa, merci beaucoup pour avoir accepté de partager votre expérience ce matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qu'est la ferme du lait Prévert et les différentes activités agritouristiques que vous proposez? Donc, bonjour à tous et merci pour les compliments dans le chat, je regarde en même temps. Oui, bah, nous, on est très diversifiés. Donc, c'est à la fois plus facile pour toucher beaucoup de monde et ça peut être aussi plus complexe parce qu'il y a plein d'activités différentes. Donc, il faut quand même rester assez clair sur ce qu'on propose alors qu'on a beaucoup de choses différentes à proposer. Donc, nous, on est agriculteurs à Guérande, en vache laitière bio. On fait du fromage au lait cru, donc on les vend sur les marchés et dans notre magasin à la ferme. Donc ça fait comme un magasin de producteurs, mais c'est le nôtre en achat-revente où on a presque 3000 références. On a donc ensuite une salle de réception euh, dans laquelle qu'on loue pour des professionnels ou des particuliers. Et puis on fait après, on organise notre propre événementiel où en fait on fait des soirées raclette concert, barbecue concert, petit déjeuner fermier et les visites guidées de la ferme à chaque vacances scolaires. Et donc pour répondre à la question, on a 7 salariés et apprentis et il y a mon mari et moi. Donc on est 9. Super, bravo. Quelle ferme, c'est quand même une grosse exploitation avec une dynamique assez forte. Quand est-ce que vous avez lancé vos premières offres à Guet Touristique, salle de réception, et finalement, quel était votre objectif et votre idée de départ? Ah oui, c'est ça que j'ai noté. Je fais mes petites notes avant de parler pour rien oublier pour tout le Je monde. vous en prie. Et puis, donc, nous, on a choisi notre ferme par rapport justement à notre projet agri-touristique, enfin, sur l'ensemble de ce qu'on souhaitait développer. Donc, on souhaitait se mettre à fabriquer du fromage, on voulait avoir un grand magasin. Et à la salle de réception, c'est venu un peu au hasard, entre guillemets, parce qu'en fait, en fonction de la ferme qu'on a trouvé à racheter, parce que les parents de mon mari sont éleveurs, et normalement, ils voulaient reprendre la ferme de ses parents dans l'Orne. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'Ornais ou que personne ne le prendra mal, mais c'est des zones très rurales, donc c'était compliqué de développer quelque chose dans un milieu aussi rural. Et donc l'idée, c'était plutôt qu'on trouve une ferme rien qu'à nous et qui corresponde à nos attentes, parce que mine de rien, l'emplacement, ça joue énormément et voilà, on peut pas faire tout et n'importe quoi, n'importe où, c'est impossible, quoi. Donc voilà, nous l'idée c'était d'avoir une localisation intéressante et c'est vrai que là on est plutôt très bien placé au pied des villes, au pied de la, enfin on fait partie de la commune de Guérande et on est au pied du centre-ville de Guérande et de La Baule. Et donc la salle de réception, c'est parce qu'il y avait une troisième bâtisse en pierre sur la ferme et elle tombait en ruine et il fallait absolument qu'on la rénove avant qu'elle tombe définitivement, puisque quand on est sur sol agricole, on ne peut pas reconstruire derrière, on n'a pas le droit de construire. Et donc, c'était un peu du hasard. Ça s'est transformé en salle de réception parce qu'on ne voulait pas se lancer sur un gîte parce que c'était trop de frais et pas de retour sur investissement de notre vivant, ou alors on a 90 ans, je pense. Donc, on a préféré faire une salle et c'est dans l'entrefaite qu'on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande sur les salles de réception et que c'était en pénurie au niveau de Guérande et de notre secteur. Ok, donc beaucoup d'activités finalement. Quels sont les outils que vous utilisez pour communiquer et qu'est-ce qui a guidé finalement vos choix de communication? Bah, je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez présenté, parce que nous, on fait à peu près tout ce que vous avez présenté, donc Ouais, c'est intéressant, ça résumait bien. Donc ok, effectivement, nous, en fait, j'ai créé le site internet et les pages sur les réseaux sociaux dès le début. Nous, on a acheté notre ferme en 2019. Donc même avant même que tout commence vraiment, on racontait l'histoire pour commencer à créer une histoire et que les gens petit à petit arrivent sur notre page. Donc aujourd'hui sur Facebook, on a 6000 abonnés, donc ça commence à être sympa. ouais, super. Ça répond bien.
Instagram, je m'y suis mise plus sur le tard il y a que 2 ans, donc on est à 2500, mais bon, c'est pas trop mal, mais je trouve que c'est un petit peu plus difficile sur Insta, en tout cas pour notre part. Et on est aussi sur LinkedIn beaucoup. Ouais, Et aussi, c'est aussi de par mes anciens jobs, donc même si on n'était pas dans la même région, mais bon, c'est vrai que ça permet aussi de créer pas mal de trafic, on va dire. bien sûr. Voilà. Euh, Et donc notre site internet, on l'a créé, oui, depuis 5 ans. Et là, justement, je viens de faire appel à un nouveau webmaster pour refonte un peu du site, modernisation. mm, Là, on refait faire le logo également. Donc voilà, on refait pas mal de choses. Et surtout, très important à côté pour tout le monde, on fait appel à une experte en référencement naturel. Et ok, ça, c'est vraiment le top. Parce que bah, pour la visibilité, c'est vraiment très important sur la visibilité sur Internet. Donc en fait, l'idée, c'est qu'elle choisit par rapport à notre ferme et par rapport à la concurrence autour et la concurrence des autres sites Internet qui pourraient être en lien avec le nôtre, elle choisit des requêtes clés que les gens vont régulièrement chercher et en fait elle réalise des blogs à partir de ces requêtes clés pour ouais. pouvoir bah, pour que les gens arrivent sur notre page et pas sur celle de la concurrence ou ailleurs et que ça puisse nous générer encore plus de trafic et de nouveaux clients. Oui, bien sûr, c'est d'analyser finalement ce que les gens recherchent sur Internet, quelles questions ils posent quand ils vont sur Google, pour pouvoir intégrer ces attentes-là, ces demandes-là, en termes de contenu sur votre propre site web ou dans vos publications sur les réseaux sociaux. Ouais, alors moi je m'en sers en fait moi j'ai vraiment ma propre communication personnelle, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Parce que, alors, pour le coup, je suis tout à fait évidemment d'accord avec votre proposition de planning et tout ça, mais moi, j'avoue que j'arrive jamais à m'y mettre et à chaque fois, j'oublie d'une fois sur l'autre, je laisse tomber le planning. Donc, j'y vais vraiment au feeling, en fonction de ce qui arrive sur la ferme et des choses qu'on a. Parce que, bon, comme il y a toujours, de toute façon, sur une ferme, tous autant qu'on est, il y a Mm, toujours quelque chose à dire, donc c'est pas trop le problème du contenu, je pense. ouais. Mais par contre, c'est effectivement de vraiment parler avec sa propre patte. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire que Mm, nous. En fait, mm, et moi, je vois tout à fait la différence parce qu'on a des collègues agriculteurs qui ont fait appel pour le coup à quelqu'un pour leurs réseaux sociaux. Et ouais. là, on voit bien que ça fait un flop permanent, quoi. Enfin, il se passe rien parce que il y a pas, c'est pas l'agriculteur qui parle en fait. Et ça sur les réseaux, ça fait vraiment la différence. C'est vraiment impressionnant. Mais oui, parce que finalement, c'est l'authenticité qui parle. Donc, si on n'est pas authentique, ça fonctionne C'est pas. ça. Donc, pour répondre aussi à la question de Marie, le budget, c'est pas négligeable pour les requêtes clés, là, le référencement naturel. Je paye 600 euros par mois TTC, donc un peu hors taxe. Mais c'est un gros budget. Elle me fait 2 articles par mois. Mais par contre, la différence de fréquentation du site et de la notoriété a été fulgurante, hein. Ça se Mm. voit tout de suite. C'est Et immédiat. en termes de retombées visiteurs sur Voilà, c'est l'exploitation, ça. Bah, mm, là, ce qui est très impressionnant, alors en plus, bon, c'est vrai que je prends assez de temps pour tout ça, même moi-même, parce que moi, je rédige une newsletter par mois, qui est assez longue. Si vous voulez jeter un œil, vous la verrez sur la page d'accueil. Mais bon, ok. après, c'est une newsletter où ce sont les gens qui s'abonnent, donc c'est vraiment eux qui souhaitent Mm. vraiment la recevoir et la lire. Et donc, je suis là-dessus, on est vraiment bien suivi. Et maintenant, j'arrive à 1200 abonnés, donc ça devient vraiment intéressant. Et donc, voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que là, pareil, j'ai tous les jours quasiment, j'ai des nouveaux abonnés sur la newsletter. Donc, ça aussi, c'est plutôt encourageant. Et ça ne me fait pas rédiger pour rien chaque mois. Donc, je suis contente. Super. Bon, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un agriculteur qui se lance ou quelqu'un qui se dit, voilà, je suis pas hyper performant dans ma communication, quel conseil vous lui donneriez? Après, c'est pas évident parce que, comme je dis, on a chacun nos affinités avec les différentes choses qu'on a à faire dans notre travail. Donc, il y en a qui sont pas du tout branchés communication. Et c'est vrai que quand on fait de la vente ou qu'on souhaite faire de l'agritourisme, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, soit il faut forcément y consacrer un budget par une personne extérieure, soit il faut s'y mettre quand même un peu soi-même, quoi. Ouais. Mais voilà, après, moi, je pense que vraiment, ça dépend des affinités de chacun. Mais mon temps consacré à la communication par semaine, ouais, ben, tout cumulé, moi, je suis pas une journée, mais je suis à une grosse demi-journée, on va dire, en moyenne, je pense.
au moins. Parce que bon, il y a tout à, enfin, il y a tout à regarder tout le temps, quoi. On est aussi abonné enfin, on est adhérent de l'Office de tourisme, du parc de Brière, parce qu'on fait partie d'un parc naturel régional, de Bienvenue à la ferme. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à gérer, ça se débrouille. Après, il y a nos pages Google My Business. Mhm. Faut rajouter un peu de contenu, des photos. Après ça, c'est notre experte en référencement naturel qui nous rajoute les pages de blog qu'elle rédige. Donc ça, c'est pratique. Elle fait pas mal de choses toute seule. Enfin, ça a un coût tout ça, mais elle fait quand même pas mal de choses elle-même. La newsletter, ça, c'est une fois par mois. Et les réseaux sociaux, j'en fais 2 à 3 posts par semaine. Euh, Voilà, et j'en profite, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais pendant que je pense à ce que je voulais dire, Non, il n'y a pas de on souci. a aussi on est en train de créer une page boutique en ligne sur notre site internet aussi. D'accord. Et jusqu'à maintenant, on travaille enfin moi je fais tout sur la plateforme WizEvent, qui est très bien. Ok. Moi j'aime bien, parce que comme on organise beaucoup d'événementiels, je mets tout là-dessus pour le moment. Et là, cette année, on passe à une boutique en ligne où tout sera directement sur notre site à nous. D'accord. Et comment est-ce que vous avez défini ce nouvel objectif? Vous avez ressenti qu'il y avait un besoin pour développer la réservation en ligne sur votre site? Bah, comme on a quand même beaucoup d'événements, on s'est dit qu'on gagnerait sûrement un petit peu d'argent à ce que ça arrive directement sur notre compte et qu'il n'y ait pas les Les commissions commissions? de prise par la plateforme. Ben oui, bien sûr. Parce que nous, en moyenne, on fait 3 barbecues-concerts au grand. Là, je parle que des événements grand public parce que après, on a les professionnels qui nous font des réservations spécifiques pour eux, souvent. Mhm. Mais en tout cas, de notre côté, on propose 3 barbecues-concerts. Et donc, dans ces cas-là, ça représente, à chaque fois, c'est 170 personnes par animation. Et la plateforme WizEvent, par exemple, elle prend 1 euro par place. Donc, Ok. ça peut aller vite quand même. Et c'est vrai qu'on peut être un peu gagnant. Et je vais en profiter pour mettre la vente de... On nous demande souvent, en fait, on fait beaucoup de plateaux raclette ou apéritifs avec nos fromages. Et ça, les gens nous demandent souvent de pouvoir commander, acheter en ligne et de passer juste récupérer au magasin. Donc, Ouais. on en profite pour mettre, pareil, on nous demande souvent des bons cadeaux, des bons d'achat. Donc, tout ça, c'est les choses qu'on va regrouper sur notre site. Comme ça, ce sera d'autant plus intéressant à vendre en direct, quoi. Ok. Donc vous avez pu identifier finalement des besoins, des demandes de vos clientèles et vous allez les transposer en actions concrètes sur votre exploitation. C'est ça. Super. Et aussi, je précise, pour moi, ça a quand même un certain lien avec la communication. Nous, on a fait faire des études de marché par un Ok. cabinet enfin, spécialisé dans les études. Et ça, je le conseille fortement quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut lancer. Parce que, OK, ça a un coût à la base, mais ça peut faire perdre moins d'argent que de se lancer dans une activité qui ne va pas marcher. Euh, C'était Ouais, nous, on en a fait 3. Bon, après, nous, à la base, on voulait lancer quelque chose d'assez grosse envergure, donc on a mis aussi les moyens, c'est sûr. Mais on a fait une première étude de marché pour notre magasin à la ferme, parce qu'on voulait lancer un très gros magasin tout de suite, et la banque ne voulait pas. Donc, ils nous ont dit, si vous voulez peut-être qu'on vous suive, il faut faire une étude de marché, mais une vraie, quoi, entre guillemets, pas une faite par nous. Et donc, on a fait faire l'étude et effectivement, heureusement, parce que ça nous a aidé sur beaucoup de points et ça apporte beaucoup d'éléments aussi de communication et de stratégie commerciale et tout. Donc, c'est quand même très intéressant. Et après, on en a fait 2 autres plus petites sur le potentiel de notre... Non, parce qu'à un moment, on avait pour idée de convertir notre salle de réception en restaurant à la ferme pour faire une auberge à la ferme un peu. Donc, finalement, on l'a pas fait, mais c'est pas grave. Pareil, ça permet quand même d'avoir des éléments intéressants. Et donc, bien sûr. et ils en avaient profité, le cabinet, pour aussi nous faire le retour sur le chiffre d'affaires potentiel de juste la location de la salle. Donc ça, c'était intéressant. Et la troisième qu'on a fait faire, c'était pour lancement d'une partie ferme pédagogique. Donc plus vraiment centré école, élèves, famille. Enfin, et pareil, ça permettait aussi d'appréhender le chiffre d'affaires potentiel et est-ce qu'on a besoin de recruter quelqu'un, comment. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Nous, on a travaillé avec le cabinet Polygone à Saint-Nazaire.
Donc oui, ça fait partie évidemment de la définition de son business model. Les études de marché, on peut la faire soi-même, mais c'est pas évident. Effectivement, passer des cabinets experts. Mais j'en profite aussi pour faire la publicité des chambres d'agriculture qui sont souvent aussi en capacité de vous accompagner sur les études de marché dans le secteur agricole et de l'agritourisme aussi. Mais là, ce qui est très impressionnant sur le cabinet avec lequel on a travaillé, c'est la précision du chiffre. C'est complètement Ouais. incroyable. Parce que nous, eux, ils ont l'habitude de travailler plutôt pour les grandes surfaces dans toute la France. Donc pour eux, c'est beaucoup de la grande masse. Et là, dans notre cas, ils nous ont dit, pour vous, c'est comme si on faisait de la microchirurgie parce que c'est très spécifique. Et en fait, ils ont réussi à nous sortir un chiffre d'affaires qui collait exactement avec ce qu'on a sorti en première année. Donc c'était assez incroyable. Ok. D'autres questions? Peut-être des participants? Bon. Et donc, oui, donc nous, je prends beaucoup de photos et de vidéos par moi-même. J'avais surtout investi dans un super téléphone pour ça, pour pouvoir dégainer dès qu'il y a un truc à prendre. Et puis, c'est très important la qualité de ce qu'on sort comme photos et vidéos. Mais après, comme vous le voyez là sur la vidéo que vous avez montrée en introduction, on l'a fait faire par un vidéaste professionnel parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même mieux faites par les pros. Pareil, ça a un coût, mais bon, après, on s'en sert pendant des années, Oui, donc c'est pas gênant. Et puis, bien on peut sûr. le sortir très régulièrement. Et on avait fait faire aussi la même chose par Guillaume, là. On a fait faire une vidéo sur notre salle de réception et une vidéo sur nos visites guidées à la ferme. Euh, Merci encore pour les compliments. Et par curiosité, vous êtes issu de quel milieu? Donc avec mon mari, on a fait le cycle ingénieur à l'ESA d'Angers, l'École supérieure d'agriculture. Et donc moi, je suis pas du tout issue du milieu agricole de base, mais j'ai toujours une passion pour ça. Et donc après, nous, on a travaillé pendant 8 ans dans le marketing et le commerce en agricole à l'étranger, puis après on est revenu en France. Et après, mon mari voulait vraiment s'installer absolument à l'aube de ses 30 ans. Donc, du coup, on s'est associés tous les deux. Et lui, il est très sur la technique et la partie élevage, culture. Et moi, je m'occupe du reste, donc tout ce qui est plutôt commercialisation et communication. Et coup de main sur la ferme quand il y a besoin, bien sûr. Et une question, si je peux, c'est la fréquentation, en effet, des visites guidées, c'est plutôt quel type de clientèle qui viennent dans ces visites, hein? C'est des familles, toujours des familles. Donc, Mm. nous, on a un peu la flemme d'en faire plus, donc on pourra en faire plus et je pense que ce serait toujours plein. On met un quota à 35 personnes et c'est tout Ouais. le temps complet et on en met deux par vacances scolaires. Enfin, ouais, on en met sur les 2 semaines de vacances, par exemple, on va en mettre une par semaine. D'accord. Et c'est plutôt du local ou c'est des gens qui sont en tourisme de passage dans le Là, coin? nous, on est dans une zone très touristique et résidents secondaires, donc on a Mm, beaucoup de résidents secondaires, un petit peu de locaux, un petit peu de touristes, ouais. mm. Et bah après, ce qu'il y a, c'est encore une fois, il y a ce que nous, on propose qui donne des idées aux entreprises. Donc après, les entreprises nous font des réservations pour elles en privatisation, quoi. Donc ça peut arriver une entreprise loue la salle pour son séminaire. Et en plus, ils vont nous demander une visite de la ferme, voire même une Mm. présentation un peu business, parce que bah, dans les entreprises, ils aiment bien. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé notre statut. Bah, moi, j'ai le statut d'agricultrice avec Damien. Et après, on a créé deux sociétés. En fait, on a l'EARL où on a la ferme avec l'élevage et la fromagerie. Et on a créé une SARL pour le magasin, vu qu'il est très gros. On ne pouvait pas l'inclure dans le ARL. Donc, on est tous les deux associés à 50-50 sur les deux entreprises. Voilà, oui, c'est ça. Bienvenue à la ferme. Obligation d'avoir un statut agricole, oui, tout à fait. Et moi, je m'étais installée en progressif, donc c'est pour ça qu'on avait gardé le statut EARL. Et j'ai quitté définitivement mon travail début 2022, mon ancien travail. Voilà. Ok. Et là, donc, une fois, enfin, pas toujours, mais là, en l'occurrence, cette année et l'année prochaine, on s'est encore lâché un peu. Là, on fait un gros événement cette année.
Donc le dimanche 13 avril prochain, là, on fait une grande fête de la biodiversité sur notre ferme. Et donc là, pareil, ça redemande un énorme travail de communication sur les réseaux sociaux, en version papier et sur notre site internet et de manière générale. Donc là, on a carrément pris une banderole qu'on a créée nous-mêmes, avec justement Canva. On a créé une banderole pour mettre sur un des plus gros ronds-points de Guérande pour faire la pub de cette journée. Et donc, c'est une journée où on attend entre 500, enfin plutôt proche de 1000 personnes. Et donc là, on a le soutien de la mairie, du parc de Brière, enfin voilà, de pas mal d'acteurs autour de nous. Et on demande évidemment aux journalistes de publier des articles à ce sujet. Et puis, on a un autre journal local qui marche très bien et lui pour lequel il faut payer parce que bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'expérience, mais c'est vrai que les publicités dans le papier, ça coûte très très cher contrairement à Internet. Ouais, ouais. Donc il y a un vrai budget à mettre. Et en fait, la première année, j'ai fait tout et n'importe quoi. Vraiment, je comptais pas, je prenais un peu tout ce qui se présentait. Ça m'a fait un petit peu mal au portefeuille, c'est sûr. Et après, dès la deuxième année, en fait, ça permet, c'est une erreur et à la fois, ça permet un peu de tout tester et de voir ce qui vaut le coup ou qui vaut pas le coup, quoi. Mhm. Parce que clairement, il y a beaucoup de choses en papier qui valent pas le coup, hein. Donc, il faut faire très attention parce que la note monte vite et pour pas grand-chose, en fait. Des fois, on veut faire une bonne action, oui, tel asso, il nous demande d'avoir notre pub dans tel truc, puis en fait. Et ce qu'il faut faire très attention, moi j'estime en tout cas, c'est de ne pas se noyer dans la masse. Moi maintenant, quand on me propose un encart publicitaire sur une page où on est 30 autres, je ne prends pas. Il faut arriver à se mettre sur des endroits où on nous voit uniquement nous ou quasiment. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, je pense.